Puis j'allais à Québec, tu sais, je montais à Québec pour vendre 3 caisses de vin. C'est pas rentable, tu sais, mais qu'est-ce que tu veux, il faut que ça sorte. Elle regarde ça, elle dit, waouh, ils sont bien hot, tes bouteilles. Là, elle dit, ah, c'est le fun. Elle dit, je vais te prendre 5 caisses du blanc, 5 caisses du rouge, 5 caisses du rosé. D'accord? Fait que, elle dit, est-ce que je peux prendre en photo tes bouteilles? Une autre chose qui n'était jamais arrivée. Je suis le bon pied à la porte, je reviens, je viens pour appeler ma blonde pour lui dire, hey, j'ai réussi à vendre 15 caisses. Tu sais, c'est ce qui me prenait 3 mois à faire. Là, j'ai réussi à le faire, tu sais, dans une vente. Avant de prendre le téléphone, il y a quelqu'un qui m'appelle, une autre boutique à Montréal, dans l'est de la ville. Il dit, ouais, tu as des nouveaux produits, je viens de voir ça sur Instagram de William G. Je dis, ouais, je sais. Elle dit, hey, peux-tu t'en avoir une coupe de caisse? Je dis, oui, il n'y a pas de trouble. J'étais rendu à Drummond, j'avais vendu l'équivalent de 2 palettes de vin au fur et à mesure que le Instagram se diffusait comme ça. C'est fou, hein? Ça a été complètement débile. Après ça, la récurrence, par contre, c'est le produit qu'il y a dedans. Quelqu'un qui n'est pas au courant que le Québec fait des vins super nice. Mm-hmm. C'est quoi les home runs? Quelqu'un devrait essayer, là. Hello, Verdun. J'avais hâte de jaser avec Sébastien Daou puis de partager ça avec toi. Cher auditeur, plusieurs gens savent que je suis un grand fan des vins du Québec. Et j'entendais justement Sébastien parler à la radio, il parlait des enjeux des producteurs de vins du Québec, des fois des complications de la réalité qu'on voit moins ou qu'on s'imagine moins qu'on n'est pas dans le domaine. J'avais des questions sur les mythes et réalités, justement sur la vie dans le vignoble, les choses de la sorte. Et puis, c'était quel luxe qu'on a d'avoir quelqu'un comme ça directement dans notre Verdun bien-aimé. Au cas où tu ne le sais pas, Sébastien habite à l'île des Sœurs, est chargé de cours au HEC, est un père de famille et est propriétaire du vignoble Les Bacchantes, situé dans Hemingford. Ces excellents vins sont disponibles localement chez Malteops, au marché Robin, au Bagel Saint-Lô et un petit marché niche qui s'appelle la SAQ. Je ne sais pas si vous connaissez. Ils ont un logo rouge-vin et une carte fidélité. Anyway, je déconne. On parle des vins, on parle des mythes des vins, on parle de la réalité et des tendances émergentes aux vins du Québec, c'est sûr. Puis on parle d'entrepreneuriat, on parle de permis et de complications liées au permis. On parle de son père, Jacques Daou. On parle de politique parce que son père, Jacques Daou, a été notre député et ministre de l'Économie. On parle de sulfite. On parle de l'étiquette qui a tout changé. Sérieusement, va chercher une bouteille de vin, les Bacchantes, les blancs est bon, le rouge est bon, c'est des vins frais, c'est le fun. Verse-toi un verre, puis prends le temps de chiller avec moi et avec Sébastien Daou sur Radio Verdun. On est beaucoup plus free flow, là, on jase. Oh oui, je sais. Puis éventuellement, un jour, quelqu'un va mettre une pub, là, puis... On s'arrangera avec ça. C'est bon, ça veut être peut-être nous autres qui va acheter une pub, on ne sait pas. Peut-être. Écoute. Honnêtement, écoute. Il faut compter pour demain. Comment ça? Ouais. Les pots de vin, écoute, on est littéralement dans ce domaine-là. Hein? On peut fournir des pots, des bouteilles, des kegs, c'est comme tu veux. Sébastien Daou, le vigneron de l'île. Oui, vigneron, propriétaire d'un vignoble. Vigneron, ça voudrait dire que je serais présentement dans mes vignes ou dans mes cuves, et je l'ai fait à une certaine époque, mais maintenant, j'ai du monde beaucoup plus qualifié que moi qui s'occupe de ça. Alors, je suis plus le propriétaire d'un vignoble que vigneron en tant que tel. OK, moi, je suis propriétaire de bâton de golf. Là, fait que je peux reason. Exactement. Je ne suis pas golf. Le niveau de compétence que tu as là-dessus. L'enthousiasme, par contre. L'enthousiasme, le plaisir du sport ou du vignoble, peu importe. C'est pas un sport, le golf. Non, c'est pas un sport. C'est un passe-temps. C'est une activité. C'est une activité, OK. C'est générique, ça. C'est très haut niveau. Si tu peux prendre une bière, en fumant un cigare sur un petit char pendant que tu attends que ton ami fasse un truc. Ouais. À 10h30 du matin. Je trouve que ça cool. Ouais. Je suis pas sûr que c'est un sport. OK, je comprends le point. Je vais poser une question. Oui. Tu sais, ça serait quoi 3 mythes versus réalité de la vie? Puis je vais dire vigneron juste pour la fonction, là, dans le style de personne qui cultive la vigne, les raisins, qui le transforme. Fait que je vais dire... je ne veux pas dire vinificateur, il faut ça. Vinificateur, c'est le terme très technique de la personne qui est dans le chai, le maître de chai, techniquement, et tous les gens qui l'aident autour, qui seraient des assistants maîtres de chai et tout, ça serait des vinificateurs. Donc, ils s'occupent de la partie, pour être encore moins sexy, parlons de la partie de transformation agroalimentaire. Donc, ça serait le vinificateur, effectivement. On va les appeler plus maîtres de chai à ce moment-là, tout comme les personnes qui sont dans le champ. Tu vas avoir ton chef de culture qui va s'occuper de la partie de la vigne.
vignes. OK. Donc, c'est les 3 gros rôles que tu as dans un vignoble. Tu as une personne t'as la personne qui est dans le champ, tu as la personne qui est dans le chai, puis tu as la personne qui est dans le bureau ou sur la route, qui vend les vins ou qui font le commercial qu'on appelle. Donc, il va aller vendre les vins, qui va aller les exposer, présenter, tout ça. Fait que moi, quand je dis que ça, c'est le vigneron. Ça, le vigneron modèle fait les 3. Théoriquement, il fait les 3. Mais la réalité des vignobles en général, c'est que souvent, ces fonctions-là vont être divisées en 3 personnes à l'intérieur d'une même organisation. Fait que ce serait quoi 3 mythes versus réalité de la vie de vigneron très, très large là, dans ton contexte là, d'exploitant d'une terre qui fait du vin? Fait que c'est pour ça que je dis... Oui, tout à fait. Vigneron. Fait que ça serait quoi? Parce que je pense que quelqu'un que j'ai parlé, je disais, c'est là où? Puis, lui, vignoble les vacances, puis ainsi de suite. Puis il dit, puis instantanément, il y a une longue table avec 20 personnes, puis un coucher de soleil pendant que tout le monde... Ah oui, ça, c'est dans le vignoble. Ça. Puis là, je me suis dit, c'est clairement ça, la vie de... C'est clairement ça. Tous les jours. Même le matin, tu sais. Le problème que tu as avec cette vision-là, c'est que d'une part, on n'a pas le temps de faire ça, ces genres de repas-là. On va le faire des fois, tu sais, une vendange avec des amis, une journée ou quelque chose de genre. Mais en général, on n'a pas le temps. Ça finit très tard le soir, donc tu n'as pas le temps de faire ça. On n'a pas l'argent pour faire ça non plus. Je veux dire, des repas comme ça, là, aussi, les meilleures saucisses, les meilleurs fromages, puis là, ben, les bouteilles de vin, c'est sûr qu'on les a pas chères. Mais le reste, tu sais, on n'a pas nécessairement le temps. Puis c'est le côté romantique, comme des gens qui ont un restaurant. Tu sais, le côté romantique du restaurant, c'est de dire que, tu sais, là, après chacune des soirées, là, la vraie soirée commence au resto où tous les gens en cuisine, les gens au service, puis ça, ils s'assoient tous ensemble, puis bouf, ça finit à 4 heures du matin à tous les soirs. Les shooters. Exactement, puis tout ça. C'est pas de même. En tout cas, les restaurateurs que je connais sont pas de même non plus. Donc, pour le vignoble, c'est pas des grandes tables à tous les soirs, puis c'est pas l'hiver où tu vas pas nous retrouver dans un reportage à Radio-Canada l'hiver en plein de gosser un cheval dans un bout de bois sur le bord du foyer où on fait rien. Tu sais, l'hiver, c'est le bout où on rattrape toutes les choses qu'on n'a pas eu le temps de faire pendant le reste de la saison. La to-do list, finalement, exactement. Off-saison. C'est ça. Puis dans le chai, ça continue. Le vin, tu sais, une fois qu'il est vinifié, il faut qu'il soit élevé. Donc, ça continue dans le chai aussi pendant l'hiver. Donc, c'est tout le temps occupé. Il n'y a pas de moment mort ou quoi que ce soit. Fait que ça serait quoi une des habiletés ou un des talents ou une des réalités quasi quotidiennes que tu n'avais aucune idée qu'elle allait faire partie de ta vie? Tu sais, quelque chose, c'est comme, wow, je pensais pas que je ferais autant de quelque chose de même dans le contexte de... C'est une bonne question. Je pense pas que j'allais faire autant de paperasse. Puis pour un gars qui a quitté des cubicules dans les hauts buildings à Montréal pour aller fonder sa propre entreprise qui était agricole, j'aurais jamais pensé que j'aurais fait autant de rapports, autant de présentations PowerPoint, autant de chiffriers Excel. Même quand tu travailles dans le vin, dans la terre comme agriculteur, parce que c'est ça. Agriculteur, on veut aller vers le bio, par exemple, dans notre cas, fait qu'il faut que tu aies des registres de pulvérisation pour montrer que tu n'as pas utilisé de produits bio, par exemple. On est sous l'IGP Vin du Québec, donc il y a une traçabilité aussi sur la provenance de notre raisin. C'est des registres de suivi de cuve, des registres de récolte, des registres d'embouteillage, des registres par-dessus registres. Puis, dans le gouvernement du Québec et du Canada considère que c'est un grand vice, le vin. Et donc, nous accable d'un paquet d'autres rapports de suivi d'inventaire pour être sûr qu'on n'a pas vendu trop de bouteilles, puis juste assez, puis c'était les bons timbres aux bons endroits. Alors, on a un paquet de dédales administratifs qui sont complètement ridicules, qui existent nulle part ailleurs dans le monde, et pour lesquels, il faut qu'on passe du temps là-dessus, au lieu de passer du temps sur de la valeur ajoutée, c'est-à-dire dans le champ, dans le chai ou en face des clients, qui sont les 3 vrais rôles d'un vigneron ou d'un propriétaire d'une entreprise, d'un vignoble. Donc, c'est pour ça que c'est un mythe qu'on a où on passe tout notre temps dans le champ et dans le chai. La majorité du temps se passe là. La majorité du temps des équipes se passe là. Mais on a aussi un fort côté administratif qui est très désagréable, mais qu'il faut faire quand même. On ne sauve pas de PowerPoint. On ne sauve pas de PowerPoint. Donc, pour les demandes de financement, pour les demandes de ci et tout ça passe toujours par un PowerPoint et un Excel que tu mets dedans, puis tu ne sais pas pourquoi il est pas bien formaté, puis tu passes ton temps à faire ça aussi. Là. Donc, ça, c'est l'hiver. L'hiver, c'est le moment où c'est que tu dis, bon, où ma vieille licence Microsoft Office? Là? Puis là, tu retrouves ton ordinateur, là, tu commences tous ces trucs-là, là, tu te remets à jour dans ces PowerPoint. Ah, et puis ceci dit, il n'y a rien de plus frustrant et ensuite satisfaisant que de redécouvrir ou se rappeler d'une formule Excel complexe. Oui, exactement. Alors, te faire quelque chose, ça arrête de te marquer l'astérisque. Mon recherche V, c'est comme ça. C'est vrai. Là, tu as passé une demi-heure à faire un recherche V
sauver, qui te fait sauver 5 minutes, mais là, tu t'en rappelles pour un an. Oui, moi, ma blonde, elle m'a déjà, tu sais, je pense pas qu'elle le sait, mais quand elle m'entend des fois dire quelque chose dans la douche, je me rappelle à voix haute. Ouais. C'est ça, exactement. If espace virgule. Oui, c'est ça, exactement. Oui, c'est ça, exactement. Là. Mon sparsing, c'est le même que ça marchait. Ah oui, c'est ça. Elle est magnifique parce qu'elle trouve ça normal. Ouais. Ben, remarque, tu vois, moi, dans mon cas, ma fille la plus vieille, elle a des cours de chant et puis elle pratique dans la douche. Alors, on l'entend régulièrement chanter dans la douche comme ça, mais ça peut durer très longtemps. Mais je pense que c'est plus intéressant, par contre, à entendre que des formules Excel dans la douche. Good. Chacun son truc rendu. On juge pas, là. On juge pas. On dit juste que c'est comme ça. Fait un des plus gros mythes versus réalité, c'est vraiment c'est la charge de paperasse. Ce côté-là administratif, puis ce côté-là où les gens s'imaginent que parce que ça a un fort volet agricole, l'hiver, il se passe rien. Donc, c'est pas du tout le cas. L'hiver, il se passe plusieurs choses. Puis, pour des personnes qui sont plus dans le champ, par exemple, qui sont plus au niveau de la culture, ma collègue Geneviève, par exemple, elle en profite l'hiver. Elle a un court laps de temps où elle peut vraiment prendre une vacance. Puis, elle en profite pour aller se ressourcer en France, voir qu'est-ce qui se passe là-bas, c'est quoi les tendances au niveau agricole. Aller revoir ses amis. Elle a appris, c'est une fille du Québec, mais qui est allée en prendre en France, comment faire du vin. Puis, elle va se ressourcer beaucoup avec ses amis là-bas, ses connaissances, ses collègues. Et elle s'amuse aussi à exposer ce que le Québec fait en termes de vin. Donc, c'est toujours un clin d'œil intéressant pour les Français de voir ce que le Québec produit. J'avoue, c'est vrai que ça doit être vraiment le fun d'avoir ces discussions-là parce que c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Quelque chose qu'ils ne connaissent pas, puis, mais on a des fortes influences françaises. Dans la façon de vinifier. Et dans ce sens-là, les Français retrouvent avec une certaine fraîcheur qu'on a dans nos vins, les points d'acidité des fois qu'on a, vont retrouver des vins qui faisaient eux-mêmes là, 20 ans. Puis à cause du réchauffement climatique, ça fait des vins qui ont un peu moins d'acide, qui sont beaucoup plus, des fois beaucoup trop matures. Maintenant, là, exactement. Et puis, ils retrouvent ces petites pointes-là qui faisaient des fois le démarquage de certaines régions plus au nord de la France. Exactement. Fait qu'ils retrouvent ça dans les vins du Québec. Maintenant, peut-être dans les rouges, c'est une autre histoire, mais définitivement, dans les blancs, ils retrouvent justement ça, puis ils trouvent ça intéressant, ils trouvent ça curieux de retrouver ça de façon aussi prédominante. Cool. Y a-t-il autre chose que tu t'attendais pas qu'il soit aussi important, aussi peu, ou un autre mythe versus réalité? Ben, c'est sûr que quand on a parti ça avec mon père en 2012. Et on ne s'imaginait pas tout le travail qu'il y avait derrière ça. Parce qu'on voyait d'autres vignerons, puis ce qu'on voit, la vie des vignerons, à cette époque-là, dès 2012, puis encore aujourd'hui, on voit souvent des vignerons qui parlent devant les médias, puis ça a l'air relativement simple. Ça a été une bonne année à chaque fois. Ouais, ça a été la nature a décidé que mon vin allait être bon. Exactement. Puis, tu sais, il en parle de façon assez relaxe, mais ça cache un peu tout le travail qu'il y a en arrière de tout ça. Puis, bien naturellement, tu le découvres au fur et à mesure. Donc, mon père et moi, on pensait que, justement, on n'allait pas avoir à s'en occuper tant que ça. Et tous les deux, on s'est ramassés à s'en occuper à temps partiel. Vraiment, là, tu sais, s'en occuper à temps partiel au début. Toutes les fins de semaine, on était là. Les jours de semaine, les soirs, on réglait les problèmes. On avait une personne qui s'occupait des cultures. OK. Mais on s'en occupait. Puis quand mon père est décédé, là, il a fallu que je le reprenne à temps plein, le vignoble. Et là, ben, on s'est aperçu que c'était plus que juste une job à temps plein, c'était plusieurs jobs à temps plein. Donc, je me suis staffé avec le temps où on prenait une certaine maturité, il y avait une certaine vélocité au niveau des ventes. Puis là, j'ai commencé à me staffer en conséquent avec du monde beaucoup plus intelligent que moi dans ce domaine-là. Fait que... Parce que toi, quand tu as commencé, t'as pas acheté un vignoble. Non, exactement. Au début, on pensait acheter un vignoble. Il y en avait quelques-uns qui étaient à vendre, mais mon père était banquier à cette époque-là. Il avait une vision très bancaire de la chose. Donc, c'était basé sur des ratios. C'est un stéréotype, hein? Le banquier à la retraite qui s'achète un vignoble. Là, Oui, exactement. Léon Courville était comme ça. C'était en Banque nationale. Exactement. Puis c'était un ancien collègue de mon père. Mon père aussi avait été à la Banque nationale. Donc, oui, Léon Courville. Puis il y a beaucoup d'avocats aussi qui avaient leur terre comme ça. Des médecins qui avaient aussi leur terre à cette époque-là. Et puis, c'est toutes des personnes qui arrivaient à la retraite puis qui s'apercevaient que finalement, c'était pas un projet de retraite, c'est un projet de vie. C'est ça. S'il commençait ça à la retraite, c'est rough. Fait que, mais mon père avait une vision très long terme. Il se disait que lui, il allait jamais profiter de ça. C'était comme dans une optique d'un leg qui allait me laisser. Donc, on a commencé ensemble là-dedans. Puis quand il est décédé en 2017, là, ben, on avait nos premières bouteilles à vendre. Il est décédé, 3 semaines avant la première mise en bouteille? Juste avant la première? Oui, juste avant la première mise en bouteille.
Et puis, à ce moment-là, ben moi, j'ai dû prendre une décision, à savoir, est-ce que je m'en occupais à temps plein ou on le vendait? Parce qu'il n'y avait pas d'entre-deux. Il n'y avait plus d'entre-deux. C'est binaire. Exactement. Tu sais, là, il y avait l'aspect commercial. Déjà, au niveau vinification, je rushais pas mal à le faire tout seul à temps partiel. Si j'avais le commercial à faire, on oublie ça. Donc, j'ai quitté ma grosse job que j'avais. Ça demande une conjointe qui a un bon salaire. Oui, c'est ça, exactement. Il comprend très bien. C'est pas le courage. Et, moi, ça fait ça. Le mensonge de l'entrepreneuriat. Oui, c'est ça, exactement. Là-dedans, il y a une petite année, là, puis tout le monde, tu as tout ce côté cowboy, là, comme, j'ai fait ça, je me suis levé les bretelles, comme, porte tes bretelles. Non. Puis, tout ça. Puis moi, ce que j'ai réalisé avec le temps, c'était drôle, mais c'était que justement, les gens ne posent pas, les gens ne sont pas entrepreneurs. Les gens ça, c'est faux, ils font pas une décision comme, fuck tout, puis moi, je vois ça. C'est souvent, les gens se retrouvent dans une situation imprévue, au moment, indésirable, et prennent à ce moment-là une décision entrepreneuriale. Oui. C'est la situation qui crée l'homme et non pas l'homme qui crée la situation. J'aimerais que ça, c'est pas de moi. Je me rappelle plus de qui, là, mais tu peux te googler si tu veux. Mais c'est vraiment ça. Là, tu es confronté à une situation, puis tu te dis, bon, ben OK, c'est quoi la décision que je prends par rapport à ça? Et c'est pas moi qui dirige le marché, c'est pas moi qui décide de l'orientation ABC, ça devient sur toi. Puis tu dis, bon, ben OK, on y va de l'avant. On le voit, les politiciens, c'est la même chose. C'est rare les politiciens qui vraiment décident d'une époque. C'est l'époque qui va définir un peu plus le politicien que d'autres. Winston Churchill a juste été un gros abruti si ce n'était pas de la Deuxième Guerre. C'est ça, exactement, tout à fait. Puis on a connu, on en a connu plusieurs des politiciens, même au Québec, où c'est pas tant que eux ont défini l'époque, que l'époque a fait en sorte que les idées qu'ils avaient, tout ça, se propageaient mieux. Fait que c'est plutôt l'époque qui définit la personne que la personne qui définit l'époque réellement. Fait que, puis toi, la situation était justement, bon, mon père est décédé. Oui, exactement. Avec grand retard, même ici, quand même. Oui, merci. Puis là, fait que toi, tu as dit, bon, ben là, tu sais, c'est get in or get out. T'es dedans, tu le fais, ou sinon tu sors. Tu as décidé comment? En faisant des pour et des contre? Écoute, c'est sûr que tu as un paquet de pour et de contre, puis tu as un côté romantique au vignoble, c'est que tu dis, hey, là, je vais être reconnu comme vigneron, puis la réalité, c'est que j'ai pas la patience, la capacité d'être vraiment d'un vigne. Dans le chai, ça allait, mais j'avais pas les techniques. Minimalement, travailler dans un chai, c'est un bon cours de cégep technique que tu as besoin pour ça, puis j'avais pas du tout cette formation. Juste pour cher auditeur, le chai, c'est... Oui, le chai, c'est l'édifice dans lequel se retrouvent les cuves. C'est ça. Au Québec, on le nomme... En France, des fois, ils font la différence entre le chai, la cuverie, puis tout ça. Au Québec, on blende... C'est ça. Ça, c'est il y a des raisins qui rentrent dans le building. C'est ça. Des bouteilles de vin qui sortent de le building. C'est l'usine à vin. C'est l'usine à vin. C'est l'usine de transformation agroalimentaire. Mais oui, effectivement, donc le chai, c'est ça. C'est ce building-là où toute la magie se passe. Là. Tout est comme... wow. Ouais. Oh, t'es là-dedans, tu manœuvres à l'intérieur de tout ça, puis j'avais un coach au-dessus de moi qui est un œnologue, qui est un scientifique, si on veut, du vin, et qui sait refaire sortir les bonnes choses, mais c'est comme d'avoir Ricardo qui te donne comment faire une recette. Tu sais, Ricardo a fait la recette, là, il te la donne, mais toi, tu n'as aucune idée de qu'est-ce que tu fais avec ça. Tu n'es pas capable de l'adapter, tu n'es pas capable de jouer avec. Puis, tu sais, Ricardo, il dit, quand ça fait plus de moton, arrête de mélanger. Tu regardes, il n'y a plus l'air d'avoir le moton, tu sais, puis finalement, il y en a encore, tu sais. Bon, c'est la même affaire avec une recette dans un chai. L'œnologue a beau te passer une recette que tu vas faire dans ta cuve, mais il dit pas, ça sent ça, une réduction, ça sent, fais attention à une oxydation. Comment tu fais pour prévenir ça? Comment tu fais pour le goûter au niveau sensoriel? Comment tu le détectes? Comment tu es capable de le corriger? Ça m'a manqué beaucoup au début. C'est comme explique l'odeur de la pluie. Quand tu sais qu'elle va arriver, il ne pleut pas encore, mais tu le sens dans... C'est ça, exactement. Un nom, là, je pense que c'est le perchlore. Quelque chose de genre, oui, c'est ça, exactement. Mais ouais. Mais c'est la même chose. Puis dès notre deuxième millésime, on a eu une méga réduction dans une de nos cuves, ce qui a fait en sorte que notre blanc n'a pas été bien hot pour le millésime 2017 à l'époque. Une réduction est négative, pas une réduction... Oui, une réduction, c'est négatif. C'est une odeur de... Dans ce cas-là, ça sentait un peu le soufre. Mais quand il manque d'oxygène? C'est quand il manque d'oxygène, exactement. Donc, c'est la plupart du temps, tu as un milieu
milieu qui a tendance à être plus oxydatif, qui est sur le dessus de la cuve, qui va être en contact avec l'air. Tu as un milieu plus réducteur qui est dans le fond de la cuve. Et puis, des fois, d'aérer ton vin va aider. Quand tu as une petite... Des fois, tu n'as pas une bouteille à SAQ, puis elle a un peu de réduction. Tu vas virer dans ton verre ou tu vas le brasser un petit peu, puis ça va partir. Ouais. Et là, c'est installé solide. Mon truc, c'est de le décanter à un pied au-dessus du décanteur. Oui, c'est ça. Mais ça peut effectivement aider pour un vin qui est un peu fermé, puis tout ça va l'ouvrir beaucoup. Le contact avec l'oxygène va y faire du bien. Fait que, mais quand tu as une grosse cuve de 4500 litres qui a ça, ben c'est pas la même technique que tu vas utiliser. Fait que, mais ça, c'est d'incompétence crasse de ma part. Je veux dire, j'avais pas de connaissances là-dedans. Puis pour moi, c'était normal. C'était ma deuxième vinif. C'était normal. Puis quand mon œnologue a pris un échantillon, il l'a senti, il a dit non, là, on a un gros problème. Fait que là, il a fallu corriger ça. Puis corriger, c'est toujours plus compliqué que prévenir. Fait que, et c'est là que j'ai su qu'il fallait que je commence à m'entourer de gens qui connaissaient bien ça. Des gens qui peuvent l'attraper en amont. Exactement. On avait déjà commencé dans le champ. On savait qu'on avait besoin de plus de rigueur. Fait qu'on est allé chercher nos travailleurs du Mexique. Mm-hmm. Puis par la suite, là, j'avais appelé ça besoin d'intelligence dans le champ et dans le chef. Pas juste des mains, mais de l'intelligence. C'est du thinking, exactement. La bonne gouvernance. Exactement. Fait que là, j'étais allé chercher Geneviève, puis maintenant, on a Loïc aussi dans le chef. Les deux travaillent beaucoup ensemble. Là, c'est pas trop séparé entre les deux. Là. Donc, les deux travaillent un peu dans les deux domaines ensemble. Puis avec nos collègues du Mexique, qui, eux, ont une intelligence agricole innée presque. Ils sont nés là-dedans. Ils baignent dedans. Exactement. Là, fait que, c'est comme, j'ai toujours dit, mais n'importe quel Québécois dans un contexte qui peut jouer, pour jouer au hockey, statistiquement, il devrait être popé. Il y a des réflexes. À la plupart des places dans le monde. Exactement. Mais non, c'est ça. Fait que quand j'ai commencé à avoir l'équipe autour de moi, ça a facilité la vie d'un côté parce que, bon, tous les trucs de base, ils connaissent tout ça. Mais ça fait recenser un paquet d'autres problèmes que tu ne savais pas que tu avais. Mais c'est pour ça que tu vas chercher de la compétence. C'est pour être au courant de qu'est-ce que je sais pas. Ouais. Fait que c'est là aussi qu'on est rendu présentement. OK. Puis si t'avais à recommencer, recule, là, t'es en sit-down, je le présume, avec ta conjointe. Ouais. T'es comme, bon, c'est go ou c'est pas go. Prendrais-tu la même décision aujourd'hui? Ah, ça, c'est hindsight is a beautiful thing qu'ils disent en anglais. Tu sais, c'est facile de revenir par en arrière. Ouais. Ça, mais je pense que j'avais le goût d'entreprendre quelque chose. J'avais déjà fait des démarches avec des amis qui avaient un petit peu d'argent. Puis je disais, hey, on pourrait-tu investir dans une entreprise X ou Y? Puis on avait lancé des idées à gauche et à droite. Il n'y a rien qui avait collé parce que tout le monde était confortable. Toujours, c'est des brainstorms, puis personne n'est dans une situation. Ouais, au soir, tu sais, c'est un soir, puis tu l'as tout fait sur une napkin, le plan d'affaires. Ah oui. Puis là, finalement, tu sais, le lendemain matin, tu te réveilles, tu viens de recevoir ton chèque de paie, tu dis, ah, ça, c'était le confortable. Hein. Fait que, tu sais, tu dis, je suis pas prête à sacrifier ça. Fait que je ne sais pas si je le recommencerais. Mais d'un autre côté, je ne vais pas perdre bien du sommeil à savoir si j'aurais dû ou j'aurais pas dû. Ah, plus, non, mais dans ce sens-là, prendrais-tu la même décision, la changerais-tu ou dès le début, de la merde, je m'endetterais jusqu'à là, puis j'embaucherais tout de suite? Mettons, définitivement, on irait chercher de la qualification ailleurs. Les travailleurs dans le champ ont été la première grosse décision qu'on a prise qui a commencé à améliorer. Ça, c'était un game changer, oui. C'est un gros game changer. Il faut comprendre qu'à l'époque, quand on l'a parti, en fait, en 2014, donc 2 ans après l'avoir parti, mon père s'est présidenté comme député de Verdun. Oui, c'est ça, c'était député, là. Exactement. Il a été élu, puis il a été ministre de l'Économie. On va l'avouer d'emblée. Être ministre de l'Économie et d'embaucher des Mexicains dans ton entreprise, ça ne va pas très bien fonctionner au niveau des médias. Fait que, donc, on a décidé à ce moment-là qu'on allait avoir des Québécois dans le champ pour la durée, mais la minute que mon père a démissionné de son poste, on a recruté des Mexicains. On voyait le problème que ça créait d'avoir des Québécois dans le champ. Je parle des Québécois pour le day-to-day. Je parle pas de planifier, mais tout ça. Je parle vraiment de day-to-day. Non, mais c'est une compétence là, de savoir, au toucher, justement, et c'est tellement sensoriel. C'est aussi une mentalité agricole qui est différente. Le Québécois, quand il rentre dans le champ, je dis le Québécois, on fait des gros traits, là, hein? On dresse avec des gros traits. C'est pas le cas du tout. Je prends mes deux collègues, là, puis Jen, c'est pas ça qu'ils ont comme mentalité. Ils ont connu des vignobles ailleurs, fait qu'ils savent. Mais quand tu prenais un Québécois dans le temps, tu le mettais dans le champ, puis tu as 40 000 vignes, ce qui est notre cas, il taille la première vigne, puis là, il regarde en arrière, il dit... Il m'en reste quand même 39 999 à faire. Puis là, il en fait une autre. Là, il me dit, il y en a encore 39 998 à faire. Puis là, il se décourage très rapidement à cause de ça. Puis il essaie de trouver par n'importe quel truc, par n'importe quel moyen d'accélérer le pas.
Les Mexicains n'ont pas de cette mentalité-là. Ce besoin d'efficience. Ce besoin d'efficience-là, parce que je t'ai écœuré de faire ce job-là. Les Mexicains, ils sont pas de même. Ils rentrent dans le champ, ils n'en ont pas 40 000 des vignes à travailler. Il y en a une qui est en phase 2. Puis après ça, ils switchent à l'autre, puis il y en a juste une autre qui est en phase 2, puis ils essaient de comprendre où est rendu au stade végétatif, puis dans sa croissance, elle est rendue où, puis coupe, puis il passe à l'autre. Et c'est tellement... Tu as toujours l'impression qu'ils pourraient aller à une vitesse de 100 %, qu'ils sont à 80 % de leur vitesse, qu'ils pourraient aller plus vite, mais tu es capable de calculer presque à la minute près quand est-ce qu'ils vont avoir fini tous les rangs de vignes en calculant une seule vigne. Parce qu'ils sont très, très, très constants. Ils ne se découragent pas, ils ne sont pas écœurés, ils continuent, puis à la fin de la journée, ils regardent les rangs, puis ils regardent si ça les a satisfait le travail qu'ils viennent de faire, puis ils vont aller corriger des fois des petits trucs qu'ils ont fait pas correctement ou qui regardent mal à la fin. Donc, ils ont ce sens-là, une intelligence agricole, puis une patience aussi à travailler dans le champ que j'admire bien, bien gros, puis que moi, je serais incapable d'avoir. Puis dans ce que tu viens de dire, j'ai été j'appelle ça le principe Mr. Miyagi. Là. Je travaille mon âge parce que j'ai regardé Karate Kid. Oui, voilà. Puis, wax up. Oui, mais plus. Je pense à courir après un poulet. Oui, c'est ça. Oui, aussi. Oui, c'est ça. Mais le boost qui taille justement son banzai, ralentir son temps, mais surtout, moi, j'appelle ça une réduction par élimination, justement. Tu élimines tout. Moi, je pourrais méditer, j'essaie, je deviens juste je suis un peu en crise à chaque fois que je médite, je suis tout énervé, là, ça marche même pas. Ah oui. Puis alors que si je fais du vélo, si je fais de la musique, je fais quelque chose de même, là, où j'écris, n'importe quoi, je compose quelque chose, là, il n'y a rien d'autre sauf ça. Je me concentre sur une petite affaire. Je pense que tout, je ne vais pas être spirituel, mais comme tout l'univers se retrouve devant moi quand je le fais de même, puis ça me parle. Fait que je comprends. Exactement. Je le comprends tellement, là, c'est... Puis, tu sais, on a un réflexe très, 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 très nord-américain de dire que on doit toujours travailler dans ce qui nous passionne. Puis ça, il y a des gens qui passent une quête d'une vie au complet à essayer de trouver ça. Puis la réalité, c'est qu'il faut que tu trouves ce qui te passionne dans ce que tu fais. Ce qui est une autre logique. Puis là, dans leur cas, ils ont une vigne en phase 2. Puis la perfection est atteinte pas quand il n'y a plus rien à rajouter, mais quand il n'y a plus rien à enlever. Puis là, la vigne, elle est parfaite, puis ils passent à la suivante. Quand nous, notre réflexe, c'est ça. Notre réflexe, c'est d'y aller de plus efficacement, plus rapidement pour pas, puisqu'on n'a pas la passion de ce qu'on fait dans le champ, on décide de le faire le plus rapidement possible pour aller faire d'autres choses qui peut-être nous passionneraient plus. Oui, la patience, c'est toujours l'autre bord de la rue. C'est ça, exactement. Quand j'aurais fini ça, je pourrais... C'est ça, exactement. Exactement. Ouais, je te dirais, je le fais de moins en moins. J'ai de la sagesse, ça. Ouais. Il y a une expression en anglais que j'avais... C'est même pas une expression, mais j'ai entendu un dude dire ça à un moment donné, puis j'avais trouvé ça vraiment nice. Tout ça, c'est du jugement. Tu commences à avoir du jugement, là. Et comment il avait dit ça? Je vais le traduire tout croche, puis je vais vantardiser la chose, puis je suis désolé. Je me rappelle même pas de son nom. Chic tip, ceci dit. OK, le succès est le résultat du bon jugement. Le bon jugement, c'est le résultat de l'expérience. Oui. L'expérience, c'est le résultat du mauvais jugement. Oui, c'est ça. Oui, tout ça fait. Exactement. J'ai essayé une coupe d'affaires, j'arrive de l'autre bord, je suis comme, that's it? Ouais. That's it? Ouais. Je suis bien déçu. C'est comme si t'as une grosse boîte Amazon, that's it? C'est juste ça qu'il y avait dedans. Les AirPods, le reste, c'est juste du fluff. Là, je suis comme, OK. Puis après ça, je suis comme, OK, j'ai, let's go. Fait que je suis un petit peu là-dessus. Là. Genre, travailler moins dans l'entreprise, où je travaille pour me concentrer pour faire Radio Verdun puis des noms, parce que ça me paye, ça paye autre chose, ça me nourrit autrement. Oui, c'est ça, exactement. Puis c'est pas le travail dans ce qui te passionne, mais c'est plus regarde quelque chose où l'univers est devant toi. Oui, exactement. Exactement. Mais bon. C'est pour ça que je donne aussi mes cours à HEC. Donc, tu sais... oui, j'avais ça comme question dans tes temps libres, parce que t'as tellement de temps libre que t'es comme, je vais aller charger de cours au HEC, à HEC. Aux études commerciales, je suppose. Donc, O avec AUX, je suppose. Ouais. Mais oui, effectivement. En fait, c'était assez amusant. Au début, je pensais que ça allait être des cours que je pourrais donner des cours de soir au certificat, où là, j'ai un petit peu plus de temps. Je suis un gamer, donc au lieu de passer du temps à gamer devant mon ordinateur, je pourrais aller donner un cours. Puis ça répond à un besoin de communiquer avec des gens. Quand tu donnes un cours, tu fais un exposé. Tu interagis. Ouais. Exactement, tu interagis, tu vas chercher les gens qui t'écoutent, puis ça. Donc, ça répondait un petit peu à un besoin de ça. Puis avec le temps, on a dit, peut-être l'hiver aussi, je pourrais juste me trouver du temps. Alors, c'est des cours qui sont bien développés, donc j'ai pas énormément de temps à passer à l'extérieur du cours. C'est vraiment dans le cours. Fait que c'est vraiment 3 heures semaine, par exemple. Fait que dans le fond, il n'y a pas
grosse préparation requise. Il n'y a pas de grosse préparation. Là, ils m'ont donné un autre défi d'en préparer un nouveau cours. Là, ça a été un petit peu plus demandant. Qu'est-ce que tu enseignes? J'ai 2 cours que j'enseigne. Là. Celui qui est très établi, c'est le même que moi, j'ai suivi à une certaine époque et où j'ai rencontré ma conjointe d'ailleurs dans ce cours-là, qui analyse et conception des systèmes d'information. Donc, c'est un cours d'analyse d'affaires. Puis là, celui qu'ils m'ont demandé de développer, c'est les petites entreprises et la technologie d'information. Donc, l'implantation de systèmes à l'intérieur de petites entreprises. Et quelque part où le Québec, on est c'est très... on a tout à gagner. Oui, c'est ça. Exactement. Puis c'est essayer de démêler ça, c'est pas évident. HEC était très bonne dans les grandes entreprises, dans les petites entreprises, c'est une autre mentalité. Et essayer de trouver des gens pour développer ces cours-là, c'est pas évident. Fait que, est-ce que tu enseignes à des étudiants ou est-ce que tu t'enseignes à des entrepreneurs? Non, du tout. Ça serait des gens très importants au MBA. Puis ça, c'est pas mon cas. Okay. Moi, je suis au niveau du bac. Donc, c'est des étudiants qui arrivent à leur dernière année de bac. Je trouve ça hyper intéressant. Fait eux, ils l'ont pas vécu ou quoi que ce soit. Oui, mais moi, c'est différent. Non, mais ça serait un cours de MBA. Ça, c'est complètement pas la même chose. Exactement. I'm the only one. C'est la grosse joke quand tu es en milieu académique au niveau des affaires comme ça. La grosse joke, c'est le cours de MBA, c'est beaucoup de personnes qui disent « Moi, dans mon entreprise, c'est pas comme ça. » Puis moi, OK, c'est correct. Au niveau du bac, c'est un petit peu différent. C'est des débats avec des gens qui ont eu une légère expérience en entreprise, mais c'est tout. Puis ils sont très en mode écoute. Ce qui fait en sorte que les débats, des fois, sont plus difficiles à aller générer. Parce que c'est un débat théorique ou c'est un débat basé sur... C'est ça, exactement. Puis là, qu'est-ce que vous en pensez? Puis tout ça. Mais c'est une génération qui est très informée. C'est une génération qui est très ouverte, qui parle librement. Donc, c'est super intéressant. Quand on a réussi à animer un débat avec eux, c'est super intéressant. Ah oui? Tu fais-tu rentrer en bon français des guest speakers? Je l'ai pour le cours que je développe là. Comme donner des trucs de paresseux, là, où c'est que tu décides d'inviter d'avoir des invités. Donc oui, j'en ai invité 3, dont ma blonde. Okay. Donc José Léger, que j'ai invité justement à venir présenter sur l'intégration des systèmes comptables dans les PME. Puis j'ai eu aussi une collègue, Valérie, qui a été Virginoise pendant des années et qui, elle, est venue présenter les systèmes de gestion des ressources humaines. Oh. Et puis là, j'ai eu mes amis qui m'ont aidé beaucoup avec le brand de Mon Vignoble, qui sont venus parler de comment on interagit avec les consommateurs à travers les technologies d'information, la gang de chez ILO. Donc, ils sont venus nous parler de ça. Donc, j'ai eu 3 invités, justement, qui ont ajouté beaucoup de richesse au cours. Ben oui, puis c'est une question, justement, j'avais ça. C'est, oui. Je sors cher auditeur, une bouteille... le R1. Le R1, j'ai vu que le blanc s'appelle B1. Oui. Je présume que le R1 est rouge. Oui, exactement. Le B1 est blanc. Puis, puis après ça, il y a le RS qui est... le rosé. Hein? Puis là, tu as reçu tout à l'heure une bouteille de M1 qui est le mousseux. Ah! Donc ça se base comme ça, mais on a aussi un R2, un R3, on a un B1, B2, B3. C'est qualitatif ou séquentiel dans le sens? C'est séquentiel dans l'histoire du vignoble. C'est dans l'histoire du vignoble. Fait que le R1, sa recette originale, on l'a faite pour la première fois dès 2016. Okay. Donc, monocépage en marquette. Ça a évolué avec le temps, mais ça reste la base, si on veut, de... OK, mais le R2 va être différent du R1. Le R2, c'est du pinot noir à la place. Okay, qu'on a développé seulement en 2017. Okay, donc, c'est mon premier rouge. Mon premier rouge, c'est ça. Donc, ils sont différents comme ça. Okay. Exactement. C'est une orientation, c'est une logique dans l'histoire du vignoble. Fait que le R2, c'était le pinot noir qui était le vin que mon père espérait beaucoup boire parce que c'était le seul cépage qui lui disait quelque chose dans tout ce qu'on avait planté. On a 9 cépages au vignoble. Le R3, c'est du R1, mais traité un petit peu différemment au niveau de la sélection parcellaire. Donc, c'est des raisins qu'on va sélectionner beaucoup plus. Puis, c'est des vins qui sont réservés aux épiceries fines, pendant que le R1, lui, on va le retrouver à la SAQ. Ouais. Puis, c'est ça, on a juste 3 rouges. Juste 3 rouges, on a 4 blancs. Puis là, je ne prends pas à l'intérieur de ça une autre gamme complète de vins de la collection En roue libre, qui sont les vins que ma collègue Geneviève a déjà développés. Geneviève qui? Geneviève Tisdale. Geneviève Tisdale. Exactement. Fait que ça, puis fait que vous êtes coloc finalement du vignoble? Oui, moi, je suis le propriétaire. Elle, c'est ma chef de culture, mais maintenant, même, c'est vigneronne presque de plein exercice parce qu'elle fait à peu près tout. Elle supervise aussi ce qui se passe dans le champ avec Loïc et elle fait aussi la commercialisation de ses propres vins. Okay. Donc, vraiment, elle fait de A à Z. Elle, c'est ce qui la faisait triper. Quand elle est venue au vignoble, elle voulait acheter du raisin. Elle est repartie avec une job. Parce qu'elle tripe tellement qu'elle voulait vinifier elle-même. Elle voulait faire de même? Exactement. Mais en vends-tu? Juste parce que moi, je vais déménager pas loin d'ici, à vrai dire, à un moment donné, mais j'ai perdu mon habileté de faire mon... J'appelle ça mon Castello Trepiani. Ouais.
En italien pour château triplet. Oui. Cute. C'est beau. Tout est beau en italien. Tu n'as même pas besoin d'inventer. Exactement. Une taxe ailleurs en italien, c'est beau. C'est littéralement château 3 étages. C'est beau. Mais ça, j'avais fait ça, puis je cherchais des raisins locaux de même, puis je trouvais ça tough, mais c'est là que j'ai rencontré ton voisin, Normand. Norm, oui. Là, Normand Guénette de Vignoble Chaboté. Oui, exactement, oui. Puis ça, c'était vraiment chill. C'était juste un ami François Luneau qui dit « Hey, j'ai un ami qui a besoin de gens, Thomas, puis ça peut... Puis je pense que c'est en 2020. Oui. En 2000, ça, on avait de la difficulté à avoir du monde pour les récolter. Ça me prend du monde parce que ça voyageait moins facilement à ce moment-là. Puis j'étais comme, pas de trouble. Normalement, moi, on a une orientation qui est différente quand vient le temps des vendanges. Lui dépend beaucoup de bénévoles autour de lui. Nous, on a des journaliers qu'on embauche pour ça. Fait qu'on fait une journée de récolte avec des amis, puis tout ça, 1 ou 2 journées. Puis normalement, lui, c'est beaucoup plus. C'est un réseau qui est établi de longue date. Okay. Et puis c'est ça. Fait qu'il y a quelques fins de semaine où il décide de récolter ça, puis ça. Fait que c'est une orientation qui est un petit peu différente. Oui, mais c'était... Moi, je tripais, puis j'ai acheté un paquet de bouteilles. J'avais toutes des bouteilles qui ne matchaient pas. Puis là, j'étais comme, c'est tellement de la merde d'empiler ça, mettre ça dans les caisses. Je peux pas vous acheter genre comme 10 caisses vides. Comme, ouais, mais là, faut que je les vende au prix que j'ai payé. Puis là, j'étais comme, j'ai aucun trouble. J'ai juste entendu oui. Oui, c'est ça, exactement. C'est pas une objection. Une chose que j'ai remarqué, puis je reviens un peu au lien, c'est que entre le moment où j'ai acheté des bouteilles à Normand, puis aujourd'hui, leur branding est passé de quelque chose qui avait l'air... Très classique. Très classique, mais surtout très non identitaire. Tu sais, très genre juste, c'est quoi la bonne formule pour faire un brand ou une étiquette ou des choses de la sorte, puis l'étiquette vend. Peu importe ce que le monde dise. Énormément. Ta personnalité est cool, oui. Heureusement, en plus, elle est cachée derrière un décolleté. Oui. Façon de parler. La première bouteille se vend avec le look, la deuxième avec ce qu'il y a dedans. Avec la personnalité. La deuxième date, elle se mérite. Mais ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est cool. Puis c'est vraiment cool, c'est plus à l'image du vin. Oui. Aussi, de ce que mais ça, c'est parce que c'était tellement un gros gap entre le look très classique, réservé. Puis là, c'est bubbly, c'est le fun. Puis ça trahit positivement, je pense, ce qu'il y a dans la bouteille. Puis toi, as-tu un chemin similaire? Parce que j'ai vu la même logique. C'était le 48 puis le 50 qui s'appelait dans le temps parce que mon père est né en 48, ma mère en 50. Fait que, donc, on avait effectivement une bouteille. Puis le gars qui m'avait aidé à développer l'étiquette à l'époque m'avait parlé de toutes les attrapes dans lesquelles je risquais de tomber. Puis à cette époque-là, j'essayais de gérer un petit peu la vie de tout le monde de cet ami-là qui était en design web et puis ma conjointe avait des idées très modernes sur ce que devait être la bouteille. Mes parents en avaient une autre. Puis, tu sais, je veux dire, tout le monde, on est tous là-dedans. Fait que, tu sais, tout le monde doit y trouver un peu du sien. Mais ça fait comme un cheval qui est dessiné par un comité. T'as boussé avec un chameau à la fin. C'est pas exactement ce que tu voulais. Puis tu te dis, ça serait le fun qu'il puisse aller dans le désert avec des grosses pattes, puis quand il y a une bosse, puis quand il y a un gros nez, puis finalement, c'est plus un cheval. Fait qu'on a été très, très loin de ce qu'on voulait à la fin. Par contre, tu le vois sur un écran, puis tu te dis, oui, c'est le fun. Puis à la fin, quand tu vois ça sur des tablettes à la SAQ, ça ressort. Ça ressort pas. Tout le monde a un logo rouge. Comme tu regardes le Montréal à partir d'ici, là. C'est tous des logos rouges qui en haut. C'est la même chose. Sais-tu pourquoi? Oui. Je sais pas. Non, moi, j'ai été longtemps dans le côté, justement, data créatif, ainsi de suite. Fait qu'on utilise ça. Puis une des choses que j'explique souvent dans mes keynotes aux gens, c'est vous appelez ça les meilleures pratiques. Ce que c'est quelle décision est-ce qu'on peut prendre qui est dépourvue de tout risque parce que quelqu'un d'autre va avoir réussi à faire ça et donc probablement le meilleur chemin à garantir. Fait que c'est un regard très, pas cynique, mais très pragmatique puis minute sur les bonnes pratiques. En français, ça n'existe pas. Oui, c'est des pratiques établies. Je pense que je me tromperai pas en faisant ça. Exact. Et tout ce que je dis aux gens, c'est que ça, c'est un roadmap vers l'homogénéité. Fait que nos clients nous payent des fois pour ça, mais il faut leur donner le choix. Il faut leur donner le choix de quelque chose. Tu sais, donne-leur de la Tabasco, puis donne-leur une cuillerée de sirop d'érable, laisse-les choisir. Mais il y a une pancarte dans mon bureau qui est marquée « Let the client fuck it up ». C'est notre job de donner, tu sais, Puis la raison pourquoi c'est tout rouge, c'est qu'il y a un truc il y a longtemps qui a été sur comment fonctionne nos yeux et la perception de la couleur. Et dans le noir, la seule chose qu'on peut réellement voir en HD, c'est une lumière rouge. Les lettres se lisent mieux rouge sur noir. Essaye de lire un édifice bleu la prochaine fois que tu en vois un. Sticker, là, tu vois, la croix bleue, mais essaye de lire. T'es comme, tu vas, difficile. Si tu ne connais pas le nom, le mot, ou de même,
tu vas avoir de la misère à le lire. OK. Puis si c'est jaune, c'est trop clair et puis ça devient trop blanc. Le blanc devient aussi difficile à lire parce que blanc sur noir, les designers aiment ça, mais le reste du monde lit très mal ça. C'est ça que c'est un Kindle, tu l'as payé puis tu l'as pas continué sûrement. Mais bref, c'est comme ça parce que la bonne pratique est qu'on le perçoit mieux. L'ironie, c'est que quand il y en a 28, tu ne les vois plus parce qu'ils ne ressortent plus. C'est comme choisir ta lumière de Noël préférée dans l'arbre. Ça marche pas. Mais je pense que Normand est arrivé à la même conclusion. Nous autres, c'était en 2017 qu'on a fait le millésime. Le millésime 2017 était le dernier avec les vieilles étiquettes. Donc, juste après 2 ans, on savait qu'on avait un problème. Déjà. Puis c'était intéressant parce que je suis arrivé avec ma bouteille de Pinot Noir. Et puis là, j'ai dit, là, on a un produit qui est un petit peu plus upscale que ce qu'on avait présentement. Comment on fait une étiquette pour ce produit-là? Alors, j'ai un de mes amis, Benoît, et Ben me dit, Seb, il faut que tu rencontres une gang de marketing que j'aime beaucoup, la gang de Chilo. Il dit, ils m'ont impressionné. Puis quand un ami comptable te dit que des gens de marketing l'ont impressionné, quand même, ça veut dire que c'est impressionnant. Alors, je suis allé les rencontrer. J'ai dit, écoutez, je veux faire une étiquette pour mon Pinot Noir. Ils ont regardé ça. Ils ont dit, écoute, on a une bonne puis une mauvaise nouvelle. Il dit, la bonne nouvelle, c'est que on peut régler ton problème. La mauvaise nouvelle, c'est que tu n'as pas un problème avec la bouteille de ton Pinot Noir. Tu as un problème de brand en général. Il dit, tu essaies de passer pour un poète de la vigne, c'est pas ça du tout que t'es. Il dit, oui, OK, c'est des chiffres, mais c'est des chiffres écrits, puis avec une petite signature. Puis ça. Il dit, c'est pas toi. On t'écoute parler, c'est pas de ça que tu parles. Je veux dire, on passe en entrevue en ce moment. La première chose dont on a parlé, c'est de chiffrer Excel. Fait que, il dit, tu es un analyste d'affaires. Je dis, oui, mais c'est pas sexy, un analyste d'affaires. Il dit, ça, c'est notre job. On est. Fait que, ils sont arrivés avec 3 plans qu'ils ont fait avec un studio qui s'appelle Caserne, d'images sur la bouteille, mais aussi un plan de marque en général. Qui a été vraiment une des activités qui m'a fait le plus triper au vignoble. C'est écœurant. C'est une stratégie de marque en soi. C'est pas une marque en soi comme elle est. Alors, puis là, il est arrivé avec tout ce plan-là, puis après ça, il t'arrive avec 3 styles d'étiquettes différentes. Puis là, ils disent, écoute, les 3 répondent à cette marque-là. Puis là, en général, t'as un coup de cœur. En fait, les 3 étaient super le fun. Ça a été très déchirant à choisir, mais il y en a un qu'on retenait, puis c'était le R1, puis qu'il nous avait présenté. Puis de la façon qu'il nous l'avait présenté, on dit, j'aurais le goût d'imprimer un poster de ça. À l'époque, là, de la façon, on appelait ça des lettres près de cailloux parce que c'est des lettres qui sont qui ont l'air d'être taillées dans la roche un peu. Puis on disait, on aimerait ça avoir ça dans le salon. Puis là, on savait qu'on avait quelque chose à ce moment-là. Puis écoute, ça s'est vendu tout seul par la suite. Ça a-tu aidé? Ça a-tu marqué? J'avais accumulé du vieux stock. J'avais accumulé donc 2 ans de stock que j'avais beaucoup de difficultés à vendre. L'inventaire, exactement. Tu sais, le millésime 2016-2017, on avait tout accumulé ça ensemble. Puis j'arrive à Québec avec mon nouveau stock parce qu'à un moment donné, tu essaies de pousser l'ancien produit, ça marche pas. C'est la même chose dans la bouteille, c'est l'étiquette qui est différente. Fait que tu essaies de le pousser. Puis là, je dis, je vais aller faire un tour à Québec. Je vais essayer de vendre, je ne sais pas. Ça fait que je pars avec une caisse de chacun de mes nouveaux produits ou des nouvelles étiquettes. Puis j'arrive chez un William J. Walter à Québec. Un sourcier comme ça. Là. Exactement. Puis la fille, Laurie, elle regarde ça, elle dit, « Wow, elles sont bien hot, tes bouteilles. » Je ne les avais pas exposées à qui que ce soit. Fait que je dis, « Ouais, ben c'est mes nouvelles bouteilles. » Je dis, j'ai encore du vieux stock, t'en veux. Elle dit, « Non. » Elle dit, « Je pense que c'est le fun. » Puis j'allais à Québec, tu sais, je montais à Québec pour vendre 3 caisses de vin. C'est pas rentable, tu sais, mais qu'est-ce que il faut que ça sorte. Là, elle dit, c'est le fun. Elle dit, je vais te prendre 5 caisses du blanc, 5 caisses du rouge, 5 caisses du rosé. Ben, je dis, OK, d'accord. Fait que, elle dit, est-ce que je peux prendre en photo tes bouteilles? Une autre chose qui n'était jamais arrivée. Instagram. Fait que, exactement. Fait que je suis le pont Pierre Laporte, je reviens, je viens pour appeler ma blonde pour lui dire, hey, j'ai réussi à vendre 15 caisses. Tu sais, c'est ce qui me prenait 3 mois à faire. Là, j'ai réussi à le faire, tu sais, dans une vente. Fait que, avant de prendre le téléphone, il y a quelqu'un qui m'appelle, il dit, ouais, c'est une autre boutique à Montréal, dans l'est de la ville. Il dit, ouais, tu as des nouveaux produits. Je viens de voir ça sur Instagram de William J. Je dis, ouais, je sais. Elle dit, hey, peux-tu t'en avoir une coupe de caisse? Je dis, oui, il n'y a pas de trouble. J'étais rendu à Drummond. J'avais vendu l'équivalent de 2 palettes de vin au fur et à mesure que le Instagram se diffusait comme ça. C'est fou, hein? Ça a été complètement débile. Après ça, la récurrence, par contre, c'est le produit qu'il y a dedans. Oui. Là, c'est pour laquelle tu en rachètes une deuxième. Oui, c'est ça, exactement. L'étiquette, c'est le Tinder pour moi. C'est le swipe right. Exactement. Puis encore. J'en parle comme si je le savais, j'ai aucune idée comment Tinder fonctionne. mais je vais te croire. Les gens en technologie, là, adorent les bonnes pratiques. Oui, bien sûr. Prends ce que tu connais de la technologie, adopte-la à quelque chose. Fait que c'était comme, tu donnes un coup de pouce, puis tu as quelque chose de plus intéressant qui arrive. C'est ça. OK. C'est ça. C'est ça. Ça ressemblait à ça.
Fait que, mais c'est les étiquettes. Puis maintenant, tu vois que les vins, je le remarque avec la marque de ma collègue Geneviève aussi. La marque à Geneviève, c'est En roue libre. En roue libre. C'est une amateur de vélo. Donc, c'est une fille qui a fait toutes ses écoles. Puis ça, c'est une fille du Québec, mais qui a fait ses écoles dans le Beaujolais. Puis qui aime beaucoup le vélo. Puis ça. Fait que c'est toujours un petit vélo qu'il y a dessus. C'est très différent de ma marque, mais c'est aussi très... Le contenu, c'est... c'est des vins nature. OK. C'est des vins nature, fait qu'elle fait beaucoup, très, très, très attention à ne pas utiliser d'intrants. Donc, c'est très demandant au niveau de comment tu vas le traiter physiquement. Ton vin, tu n'as pas le droit à l'erreur. Puis Jen, c'est une personne qui n'accepte pas l'erreur de ce côté-là, là, tu sais, où c'est qu'il faut que tu sois très rigoureux, que tu le regardes régulièrement, puis tout ça. Donc, c'est moins des notes classiques. C'est vraiment, c'est très tendance. Mais dans les vins de nature, ça a gagné, là. C'était... Oui. Exactement. Bien, ça a gagné. Tu sais, il reste qu'à la SAQ, ça reste une marge infiniment petite des vins qui sont vendus. Par contre... En restauration. En restauration, c'est très populaire et ça inspire les producteurs de vins plus classiques à diminuer certains intrants. Le sulfite étant le premier, là, où on dit, ben, tu sais, si eux sont capables de le faire... ben peut-être que aussi dans les vins plus classiques, on est capable de le faire. Et donc, ça l'influence tranquillement pas vite le marché au complet. J'avoue. Parenthèse. Yes. Parce que tu as mentionné le sulfite. Oui, tout le monde aujourd'hui est raciste envers le gluten et puis oui. Le lactose, tout ça. Puis j'essaie d'expliquer aux gens avec le très peu de connaissances que j'ai. Ouais. Fait que j'en profite maintenant que j'ai quelqu'un qui fait ça dans la vie. Oui. Mais j'essaie de dire aux gens, tu sais, les sulfites, oui. Il y en a dans tout. Le corps humain, je crois, produit des sulfites. Je veux dire, tu sais, du vin sans sulfite, là. Ouais. C'est pas un plan à long terme. Le vin en a de façon naturelle. Tout le vin rouge en a de façon naturelle. Ça, je dis, mais il y a des... Là, j'irai pas dans les chiffres. J'irai pas dans les chiffres. Non. Juste savoir combien de ppm ça prend. Mais disons que... Est-ce que le sulfite, c'est méchant? C'est mauvais. Je veux dire, c'est-tu mauvais? Il n'y a pas eu d'enquête, même sur les gens qui disent que ça leur donne mal à la tête, puis tout ça, il n'y a pas eu de lien de cause à effet bien établi, à part certaines personnes très, très rares, on estime à une quantité infiniment petite de personnes qui sont réellement allergiques au sulfite. Il n'y a pas eu de preuve de lien entre les deux. La meilleure preuve que tu as de ça, c'est que toutes ces personnes-là qui disent être allergiques au sulfite ne sont pas allergiques à la petite boîte de raisins secs Sun-Maid qu'on peut acheter en épicerie. Et il y a une quantité phénoménale de sulfite là-dedans, beaucoup plus qu'un verre de vin. Les sangs. Fait que tu sais, ça te donne une idée. Une frite chez McDo, je pense 180 fois plus de sulfite que dans une bouteille de vin. Fait que tu sais, à un moment donné, il y a un paquet d'aliments qui a des sulfites. Et pour lesquels toutes ces personnes-là qui disent être allergiques ne le sont pas nécessairement. Maintenant, dans un vin, il peut y avoir plusieurs autres produits qui peuvent causer ça. Puis il y en a un qui est très toxique dans le vin comme produit. Puis c'est plate à dire, mais c'est l'alcool. Fait que tu sais, à un moment donné, c'est le fun de te soucier du sulfite qui, peut-être, mais ça n'a jamais été prouvé scientifiquement qu'il y aurait un effet dommageable sur le corps humain, mais un qui est reconnu comme ayant un effet dommageable sur le corps humain, c'est l'alcool. Je veux dire, fait que, ça, c'est comme la quantité de sucre dans le vin. Ah, c'est pas bon pour la santé, le sucre. On est d'accord, mais l'alcool non plus. Comme 5 grammes par litre. Ouais, c'est ça. Je suis comme juste pour être clair. Ça, ce que tu as là, c'est pas 1 litre, puis 2 dates, c'est 5 grammes de sucre. Là, tu m'as offert un café tout à l'heure. On a mis une petite enveloppe de sucre. Ouais. Il y en a pas mal là-dedans, du sucre. Fait que, le sucre dans le vin, le sulfite dans le vin, c'est un débat qui rend certaines personnes intéressantes. Dans le domaine du vin, par contre, dans le domaine de comment tu développes le vin, puis ça, c'est des débats qui sont intéressants. Savoir comment on peut diminuer l'apport de sulfite dans le vin. Ça, c'est des discussions qui sont assez informées. C'est dans un but de quoi? D'être là moins interventionniste? Oui, de dire, j'ai-tu vraiment besoin d'en mettre dedans? Des fois, tu mets des produits qui sont des béquilles plus que d'autres choses. Tu as peur d'avoir peur. Puis tu dis, si je vais travailler mon vin différemment, si je fais plus attention à ce que je fais en cuverie, si j'y porte plus attention, je suis pas obligé d'en mettre. C'est pour éviter une certaine oxydation. Fait, je suis pas obligé d'en mettre si je diminue tous les apports en oxygène qu'il peut y avoir dans mon vin. Ou en tout cas, j'essaie de le minimiser le plus possible. OK. Puis, fait que finalement, t'es pas obligé d'en mettre beaucoup, mais il faut en mettre. Là. Dans certains cas. Tu peux pas vraiment pas mettre de sulfite. Là. Même les vins
il y a certains vins nature où les gens ne vont pas en mettre, mais en général, ils vont en mettre juste un petit peu pour, par exemple, la mise en bouteille, où là, le vin va vraiment être en contact avec l'air, puis ils vont vouloir essayer de le protéger un petit peu plus naturellement. Mais en général, puis même dans les plus grandes nomenclatures de vins nature, en Europe, il commence à y en avoir, même là, ils permettent une certaine quantité parce qu'à un moment donné, c'est difficile de voir la différence entre celui qui est produit naturellement par le raisin et celui qui est apporté par la suite par le maître de chai ou par Puis à la base, c'est ce qui fait que le vin peut vieillir à un certain point combiné avec l'acide. Oui, c'est ça, exactement. Au Québec, on a cette chance-là, ils sont un petit peu plus acides, donc déjà, ils sont un petit peu plus protégés, fait qu'on peut être plus audacieux de ce côté-là. Quand j'ai fait une recherche, merci pour la nuance, là, by the way. Quand j'ai fait une recherche vite pour trouver des vins, puis j'étais curieux, puis moi, je suis pas immunisé à je pars sur à la recherche du dragon sur Google, là, tu vois une affaire, puis ouais, ça vient de là, le death metal. Tu sais. Mais j'ai regardé, puis quand j'avais regardé un truc justement sur les IGP, sur les vins du Québec, choses de la sorte, tu sais, Google, des fois, il dit « People also ask » ou « People also search for ». Je me suis dit, on pourrait peut-être y répondre, tu sais. Quand j'ai cherché Vignoble et Vacances, les gens ont dit comment je peux dire, quel est le meilleur vin québécois? Oh, Seigneur. Fait que là, tu sais, ça, c'est dur comme réponse. Puis surtout, toi, tu as une responsabilité. Maintenant, t'es... Bien, j'étais au niveau du CA des vins du Québec. Là, je ne le suis plus. Par contre, je suis encore juge à l'IGP Vins du Québec. Donc, j'en passe beaucoup, pas tous, mais on en passe beaucoup. On en passe peut-être 200, 300 par année quand même qu'on déguste. Quand même. Fait que, quels sont les palmarès? Tu sais, quelqu'un qui n'est pas au courant que le Québec fait des vins super nice. Mm-hmm. C'est quoi les home runs? Quelqu'un devrait essayer, là? Bien, tu sais, encore là, vraiment, la première des choses que je vais... si vous n'êtes pas le genre de personne qui aime découvrir des vins, parce que vous avez toujours les 3 mêmes que vous prenez à la SAQ, puis c'est des vins italiens ultra macérés, ou quelque chose de genre. Un château kangourou. Oui, c'est ça, un Weller ou Trail, peu importe. Allez pas là. Vous n'êtes pas dans votre domaine. D'une part, on a la plupart du temps, c'est des vins qui sont secs. On a très peu de sucre résiduel. Ils ont des points de fraîcheur de ces vins-là qui sont des vins de soif, qui sont un peu plus bas en taux d'alcool. Aussi, on est à 11, 11,5. Exactement. C'est ce qu'on produit naturellement au Québec. On n'essaie pas de tromper le client ou quoi que ce soit. C'est ça que ça donne. Fait que si c'est ce type de vin-là... Exactement. Fait que tu sais, je peux pas... encore là, dans les vins de Californie, il y en a qui sont très fruités, qui sont super agréables aussi. Puis là, on est peut-être un peu plus là, mais encore là, ils sont plus vifs un peu que le leur. Maintenant, si je veux les introduire à des vins qui sont intéressants, je vais les introduire plus à des cépages, puis je vais leur laisser le plaisir de découvrir par la suite. Puis dans le Québec, il y a 2 cépages dans le rouge que je retiendrai. Le Marquette, à prime abord, qui est un cépage qui est super intéressant, qui va faire penser un petit peu au gamay à certaines personnes. Fait que ceux qui aiment, par exemple... Gamay, les Beaujolais. Oui, Beaujolais Village, des affaires de genre, ils vont se retrouver un petit peu plus là-dedans. Puis naturellement, on a du Pinot Noir aussi, surtout dans le sud du Québec. Donc c'est plus récent, ça. Oui, c'est plus récent. Ça fait 15 ans tout au plus. C'est en 2010, je pense que Courville, il plantait les premiers à oui, ben, tu sais, c'est comme le premier les premières personnes qui ont fait la poutine au Québec. Tu sais, c'est-tu Victo, c'est-tu Granby, c'est-tu Drummond, ça, on ne sait pas. Mais je veux dire, oui, effectivement, Léon a planté du Pinot Noir. Domaine Saint-Jacques aussi. Je veux dire, il y en a un paquet qui ont planté à peu près tout au même moment. Tout le monde, finalement... Oui, ils ont essayé. Ils ont essayé. Puis, il y a 99 cépages plantés au Québec. Fait que ça se peut que, tu sais... Tu peux en planter un autre, s'il te plaît? Oui, juste nos ça fait plate. Mais je pense que le CRAM, qui est un centre de recherche, en a planté 6 autres qui essayent présentement. Donc, ça s'en vient, là. On devrait bâtir la barre du 100 bientôt. Je me permets une mini-parenthèse. Parce que tu dis, le Marquette qui... le château de cartes fait un Marquette réserve que je trouve vraiment le fun. Oui, effectivement. Mais t'as dit Beaujolais. Puis moi, je suis quelqu'un qui traditionnellement n'aime pas pantoute le Beaujolais. Pour toutes sortes de raisons. Quelqu'un qui n'aime pas le Beaujolais comprend déjà. Là. Mais je l'ai essayé un excellent en fin de semaine. Il y avait le salon. Là, puis il y avait un moulin avant qui était exceptionnel. J'étais comme wow, amazing. Genre, je vais en acheter une bouteille. Mais surtout, même si tu n'aimes pas le Beaujolais, le Marquette a tellement de signatures qu'il y appartient. Il est frais comme un Beaujolais, mais j'achète ça n'importe quand avant d'acheter un Beaujolais. Parenthèse là. Ben en tout cas, moi, je le trouve qu'un cépage qui est intéressant. Ça n'a pas une grosse structure tannique. Fait que ma mère, qui n'est pas une grande connaisseur des vins du Québec, elle aime le Marquette parce qu'elle trouve que c'est le seul vin rouge qui va bien avec un saumon. Oui.
parce qu'il n'y a pas de structure tannique en arrière. C'est ça, il est polyvalent. Exactement. Fait que, tu sais, c'est le genre de rouge que tu sens pour des gens qui aiment les blancs, là. Fait que, tu sais, ça va bien avec... Prêt avec ça. Donc, exact. Alors, vraiment. Fait que ça, c'est intéressant. Ça, puis dans le blanc, on est très assemblage. Fait que, tu sais, Vidal, Céval, certains Frontenac blancs aussi sont bien intéressants. Puis il y en a d'autres, le Cayuga, si vous aimez plus bombe de fruits un peu. On a beaucoup de cépages qui sont très intéressants dans le blanc. Puis tu as des places comme Bergeville, par exemple, qui se spécialisent, Domaine Bergeville, qui va se spécialiser dans les mousseux. Et ça, au Québec, on aurait peut-être dû commencer avec ça, avec les mousseux. Les acidités dans le mousseux sont beaucoup plus acceptables en général. C'est plus vif. Les maturités aussi, même si tu as une faible maturité, les mousseux, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire ta prise de mousse, tu vas augmenter ton taux d'alcool. Fait que c'est comme si notre terroir était fait pour le mousseux. Ça ressemble pas mal à ça. On est plus Champagne, plus Loire qu'on est Afrique du Sud. Là. Oui, ça, définitivement. Fait que... Ben, c'est ça que j'aime bien, by the way, dans tes vins, c'est que j'appelle ça être un vin honnête. Oui. C'est-à-dire qu'il s'assume, il n'essaie pas d'être un château kangourou. C'est genre, hey, on a un raisin ici qui est dynamique, qui est frais. C'est genre avec des brochettes de chez Tondreau, le marché Tondreau. mais non, mais ça y va à merveille sur le barbecue parce que ça emmène une fraîcheur au lieu d'en... Oui, c'est ça, exactement. Que tu vas servir, ça va être des rouges que tu vas servir un petit peu plus frais en général. Tu sais, que tu vas peut-être mettre au frigo une demi-heure avant de les servir juste pour le fun. Mais là, au frigidaire. Oui, puis ça se tient bien, puis tout ça. Mais au début, on savait que le consommateur québécois, la masse des consommateurs québécois, puis ça a été les premières erreurs qu'on a faites avec les vins du Québec, ça a été de dire le Québécois moyen aime un vin tannique, très macéré, vieilli en fût, puis ça. Ouais. Et avec des cépages un peu plus acides, le fût, c'est tout un art. C'est tout un art à aller chercher. Il y en a qui le réussissent très bien. On regarde la photo, on a Norm ici, Normand au Chaboté, il réussit bien de ce côté-là. Mais en général, c'est plus difficile. Fait que, après ça, on a dit, OK, comment être authentique de ce côté-là? Donc, au lieu d'essayer de faire ce qui plaît à la majorité, est-ce qu'on n'est pas capable de trouver notre créneau qui est quand même très acceptable? De ces gens-là qui aiment les vins rouges plus frais. Puis là, tu vois, la tendance s'en va vers ça. Ça va vers ça, parce que, j'y crois, comme je dis, le data. Si tu regardes le data, faut que tu recules ta lentille, parce que, il y a une manière, il y a une joke dans ce monde-là, c'est-à-dire, si quelqu'un regarde la démographie en Floride, puis tu regardes sur base sur le data, ça devient évident que tu nais cubain et que tu meurs juif. À cause de... à cause des courbes. C'est ça, le data. Ah oui, effectivement. Puis on a ce que ça vaut. On buvait juste du blanc au Québec. Puis avant ça, on buvait juste du gin. Puis on a 1% de la consommation des vins du Québec. Fait que, tu sais, quand tu regardes ce qui est vendu en général au Québec, 1% de ce qui est vendu au Québec, c'est du vin du Québec. Ben ça, c'est déjà cool. Là. On a déjà été loin de ça. Oui, tout à fait. Puis là, tu te dis, OK, le prochain pourcentage va ressembler à quoi? C'est qui qu'on essaie de viser? Puis là, on regarde beaucoup les statistiques de la SAQ parce qu'avec le programme Inspire, ils ont énormément d'informations sur c'est quoi le profil de tout le monde. Oui. Mais on oublie que presque la moitié de nos vins sont vendus dans des épiceries fines puis dans des restos. Et ça, ce profil-là, on l'a pas. Fait qu'on n'a pas une image encore complète du consommateur de vin du Québec. On ne l'a pas complètement encore. Ceux qui sont dans des épiceries fines, comme ici, des gens qui s'en vont chez Maltea, par exemple, sur Well, ou chez Robin, par exemple. Ouais. C'est pas le consommateur qui va à la SAQ. C'est un profil de consommateur qui est différent. Fait que comment on fait pour essayer de réconcilier ça puis se donner une image? C'est un des challenges que notre industrie auquel a fait face. Pour ceux que ça intéresse, il y en a que ça intéresse moins de comprendre le profil. Ils disent, voici les vins que je fais. Oui, c'est ça. Voici les vins, juste. Exactement. Puis il y en a que ça se vend, là, je ne veux pas dire tout seul, ils mettent beaucoup d'efforts à les vendre, mais je veux dire, lorsqu'ils émettent leur vin, lorsqu'ils produisent leur vin, ça prend 2 semaines, ils sont à sec. On parle des Pervenches, là? Mike au Pervenche, par exemple, Mathieu au domaine du Nival. C'est bon, ça. Fait que, tout à fait. C'est pour ça que, on parlait tout à l'heure des meilleurs vins au Québec. Si tu parles de ce que les critiques, les chroniqueurs parleraient, Mike au Pervenche, Mathieu au Nival, par exemple, ça ressortirait tout le temps. Jen, jusqu'à une certaine limite aussi, ça dure 2-3 semaines, puis tout son stock est vidé. Ouais. Fait que, c'est des types de vins pour des amateurs de vins qui aiment découvrir des nouvelles choses, qui aiment des représentations des millésimes aussi. C'est des trucs qui sont super intéressants et c'est probablement les vins qui vont nous ouvrir la porte un jour un petit peu plus de l'international, de l'exportation, puis d'être reconnu. Personnalité, soit toi-même. Oui. Fait que, tu sais, il y a beaucoup à apprendre de ça, mais c'est pas tous les consommateurs qui veulent aller vers ça. Fait que, tu sais, c'est pour ça que c'est difficile de recommander un vin. OK, ben on va faire quelque chose. Yes. Admettons que ça existe, là, c'est un bon vin, là, mais oui. tu sais,
admettons, là, moi, je me dis, bon, ben, je vais faire une run de vin. Oui. Canton, parce qu'on a beaucoup dans les cantons, on y a aussi. Je pense que justement, tu as dit domaine Saint-Jacques tantôt, qui est plus en... Nous autres, ça, c'est la région, on va l'appeler plus la vallée du Richelieu. Vallée du Richelieu. C'est la deuxième région la plus productrice, après, naturellement, la région de l'Estrie, ou si on veut, les Appalaches un peu, là. Donc, puis après ça, c'est la vallée du Richelieu. Et c'est moins concentré, c'est plus diffus parce que c'est une grande région. Mais... fait que remplissons une caisse ensemble. Ouais. Disons, on veut juste, on part, puis on peut montrer à quelqu'un la diversité, puis des choses, puis des gens qui font quelque chose de le fun, tu sais. Ouais. Parce que tout le monde, puis c'est intéressant, puis on n'a même pas parlé de site de glace, là, tu sais. Non, effectivement. Mais tu sais, on fait ça, fait que tu sais, on met quoi, on met quelle bouteille précisément? Moi, je mettrais un chardonnay des Pervenches, là. C'est sûr, mais Chardonnay des Pervenches, le Pinot Noir de Mathieu au Nival, ça, c'est sûr que j'essaierais, je pense, les entêtés, il ne faut pas que je me trompe, ou matière à discussion, je ne me rappelle plus, un des deux. Ça, c'est sûr que j'en mettrais. Mais tu sais, de l'autre côté, le rouge bourbon de Normand, si tu veux goûter quelque chose de complètement différent au niveau du chaboté, tu vas avoir quelque chose qui est super le fun aussi de ce côté-là. Oui, c'est vrai que c'est le fun, ça. Ben, c'est que t'es pas habitué au Québec d'avoir ces jeux-là. De boire. Mais... Exactement. Je trouve ça super intéressant. Tu sais, c'est sûr que je mettrais une bulle de Bergeville. J'ai comme pas le choix. Là. Bulle de Bergeville? Oui, ben je veux dire, n'importe lequel, un des mousseux là, de Bergeville, domaine Bergeville, ça c'est. J'irais à l'île d'Orléans, c'est sûr que j'aurais probablement le vignoble Sainte-Pétronille. Saint-Pétronille, c'est un classique. Quand c'était dans le milieu avec les slow food. Oui, c'est ça, exactement. Toujours là aux soirées sur le wine. Exactement. Fait que ça, c'est sûr que tu te retrouverais avec quelque chose de ce côté-là. Qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher d'autre? Du côté de la Rive-Nord aussi, les vendanges. Il y aurait probablement Catherine ou quelque chose de genre, un de leurs blancs. Il y en a un qui a gagné des prix à l'international, au Vinali d'ailleurs. Ça aussi, j'essaierais probablement ça. Il y a un orange, les gens qui sont en Lanaudière, là. Je les oublie tout le temps. Les autres étaient là aussi dans le slow wine. Oui. Super sympathique, là. Laurent Juliette. Comment... C'est quoi leur nom? On va le retrouver. Oui, c'est ça. On va rentrer dans les notes. On va demander à nos recherchistes dans la régie d'aller checker ça. Exact. Oui, ça. Exact. Note to self. Oui, c'est ça, exactement. Mais tu sais, puis encore là, tu sais, l'Orpailleur fait ses cuvées signature. Moi, c'est 20 gris. La cuvée Natasha Kwan, que j'aime bien gros, c'est à l'Orpailleur qui a inspiré notre B2, entre autres. Qui est un des OG, là, hein, juste notre chapeau, là. Oui, il fait partie de ceux qui ont un numéro de permis en bas de 10, là. Donc, on est rendu peut-être à 170, 180 vignerons maintenant, mais ceux qui sont là depuis le début, tu sais, l'Orpailleur, c'est arrivé là, très longtemps. Donc... Avant, tu avais les Blancs Coteaux qui est maintenant rendu, qui a vendu, là, qui était juste l'autre. Tu sais, il y avait le coin du... L'Ardennais? Non, pas l'Ardennais, les Côtes d'Ardoise. Côte d'Ardoise est encore là. Ouais. Côte d'Ardoise, c'est ça avec le gros papillon. Oui, c'est ça. Ça, c'est de prendre la 104 à 202. Oui, c'est ça, exactement. Oui, t'arrives dans le loin, là, oui. T'as quatre. Puis là, il y a de l'autre côté de la rue, il y a Union Libre. Puis Union Libre. Mais ça a un nom. À l'Orpailleur. C'est pas Taliano, quelque chose de même? Ah, Gagliano, oui. Gagliano. Oui, c'est exactement. Un autre politicien qui est allé faire du vin. Voilà. Fait que, oui, effectivement, Gagliano, qui est très sur les Frontenac, lui, avec le Tinello, et tout ça. Donc, c'est aussi encore une fois, un profil assez différent de la masse. Là. Tu mettrais quoi chez Courville? Moi, la Vidal Réserve. Le Vidal Réserve était le fun. Il me semble qu'il fait des bulles avec du Saint-Pépin, puis ça, sur chapeau, de faire quelque chose. Le Saint-Pépin et Réserve est génial. Exactement. XP. La cuvée XP, on la déguste régulièrement à l'IGP. Encore une fois, quelque chose qui est super le fun. Donc, Robin, d'ailleurs. Là, oui, exactement. Qui écoute, là. Puis... c'est super. C'est une place... non, chez Robin, vraiment, là, sur la Well, là, chez Robin, puis Maltéop. Oui. Vraiment, les deux places là, qui sont le fun en termes de vin. Verdun étant plus grand que juste notre magnifique rue Wellington. Oui. Tu mentionnais tantôt où est-ce qu'on peut trouver? On peut aller à la SAQ, trouver tes vins. Oui, effectivement, oui. Oui, ils ont mais les cuvées de base, ça veut dire le B1, R1 puis RS1. Toutes les 1, là. Ouais. Fait que ça, c'est eux autres. Et tout ce qui est au-dessus de 1, mais l'apprentissage, c'est réservé pour les épiceries fines. À Lille et à Verdun. À Lille et à Verdun, effectivement. Parfait. Puis ceux qui veulent faire une petite marche, puis ils peuvent aller jusqu'au marché à Atwater aussi, la SAQ du terroir, que là, l'apprentissage aussi, ces vins-là. Ouais. Fait que, y a-tu un accord 20 bagel que tu recommandes? 20 bagel, ah oui, c'est vrai. Ben, c'est vrai, t'as raison. On est à chez Saint-Lô aussi. Dans l'aise oublié parce que, tu sais, tout est sur la web.
Mais oui, c'est vrai, tu as raison. Saint-Lô aussi. Saint-Lô, si tu vas voir, c'est aussi une gamme assez variée. Ils vont avoir des produits qui sont un peu différents de ce que tu vas retrouver chez Malteop. C'est le fun de faire les deux places. Sérieusement, oui. Ouais, c'est le fun de voir les deux places. Là, tu vois qu'ils ont une orientation qui est légèrement différente, les deux. Fait que c'est intéressant de voir ça, oui. Vraiment, puis c'est une belle section. Puis il y a toujours du XP ou presque. Premièrement, je disais Robin. Chez Robin, oui. Aussi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on essaie chez Robin des vins des... Écoute, ça fait un petit bout que j'ai pas été. J'aurais de la difficulté. Je sais qu'ils avaient du Valcodelli aussi pendant un certain bout de temps. D'après moi, ils n'ont encore. Fait que ça aussi, je goûterais à ça. Valcodelli, eux autres, c'était spécialisé dans les blancs au début. Ils n'ont peut-être un petit peu de rouge, mais ça. Oui, Valcodelli. Ouais. C'est des bouteilles un petit peu plus style à Ils faisaient du cidre au début. Si ça se peut. Oui, je pense qu'ils avaient des. C'est un pommier. C'est 2 doutes qui ont parti. Elle est genre de la première année qu'ils ont faire ça. Puis... Mais tranquillement, pas vite, je pense qu'ils sont orientés sur le vin. Le cidre est un domaine qui est un petit peu plus à découvrir, disons. Attention, puis en ascension, mais tu sais, ils ont des grosses questions sur la commercialisation, comment ils font. Puis on fait un congrès conjoint, les cidriculteurs et les vignerons. Donc, on vient de sortir de ce congrès-là. C'était la semaine dernière, une fois par année. Puis c'est ça. Autant pour les vignerons, c'est beaucoup de conférences sur la vigne, sur les maladies, sur comment traiter telle chose. Au niveau des cidriculteurs, c'est beaucoup sur la commercialisation. Comment le vendre. Exactement. C'est le meilleur vin au monde, puis personne ne le boit. Puis c'est Karine Duplessis-Piché qui donnait l'idée, qui disait, tu sais, il y a certaines personnes qui trouvent que prendre un verre de vin en débutant le repas, puis après ça, à la fin du repas, puis ça, que ça commence à en faire beaucoup. Puis elle mentionnait, tu sais, des fois, commencer juste avec un petit verre de cidre en apéro, c'est moins élevé, surtout pour les personnes qui n'aiment pas la bière. Commencer avec un petit verre de cidre, c'est peut-être une solution, puis il y a un gros mouvement vers moins d'alcool. Oui. Puis le cidre arrive peut-être dans ce créneau-là de façon intéressante. Il y a aussi un gros revamping, un gros mise à jour des types de pommiers qu'on a au Québec pour de la pomme qui est moins de la pomme à manger puis plus de la pomme à cidre, ce qui est en France, ils font une grosse différence entre les deux. Au Québec, on marche avec le portefeuille de pommiers qu'on a, mais ils se plantent de plus en plus de pommes à cidre, ce qui donne vraiment des profils plus intéressants. Quand j'habitais longtemps en Colombie-Britannique, là-bas, le cidre est bien établi. Puis j'étais à côté de la vallée de l'Okanagan. Ouais. Fait que c'est clairement... Moi, je suis revenu au Québec en me disant, attends, tout le monde, du cidre, c'est vraiment nice. Les 2 litres pour 6 $, tu sais. Oui, c'est ça, exact. J'avais l'âge d'un gars qui trouvait que Black Label, c'était un bon choix. Là. Mais ils ont eu ça pendant un bout de temps. Ils essayaient de faire des cidres haut de gamme. Au niveau de la tarification, du pricing à la SAQ, ça marchait moins. Compliqué, comme tu sais, tu parles de paperasse puis tout ça. Est-ce que le gouvernement du Québec ça doit être une relation... love-hate, pas love-hate, mais d'une complexité, là, tu sais. C'est, en fait, le problème que tu as est très propre à ces industries-là. Là, on va prendre tout ce qui est alcool, parce que tu es un petit peu entre un paquet de ministères différents, puis il n'y a personne qui a le leadership dans quoi que ce soit. Ça, c'est le gros problème. Fait que d'un côté, tu as la sécurité publique avec la RACJ, qui a toutes ces règles. La Régie des alcools, des courses et des jeux. Donc, ça, la Régie, c'est elle qui va mettre tous les règlements, qu'ils soient stupides ou non, ils mettent tout en place. Les permis d'alcool. Juste te donner une idée. Au vignoble, on a une grosse dalle de ciment qu'on utilise comme étant notre terrasse. Bien, pour avoir mon permis, pour pouvoir prendre un verre de vin sur cette terrasse-là, j'ai fait donc une demande de permis, puis on m'a demandé de calculer la capacité d'évacuation de ma dalle de ciment. D'évacuation de personnes en cas de sur la dalle. Exactement. C'est juste à côté du gazon. Fait que si la dalle pogne en feu, du ciment pour pogner en feu, ça demande un niveau de combustion assez élevé. Hein, on se comprend? Oui, mais ça, c'est un autre ministère. C'est un autre ministère qui détermine ça. Puis là, ils m'ont demandé de calculer donc la capacité d'évacuation en termes de minutes. Là. Donc, combien de personnes à la minute peuvent évacuer ma dalle de ciment vers le gazon? Et si tu te retrouves sur le gazon avec un verre de vin, là, je pourrais avoir une amende parce que tu n'es pas supposé. Parce qu'ils ont été le lieu de consommation. Fait que, tu sais, des fois, tu me vois avec un verre de vin dans nos vignes, puis ça, j'ai le droit de l'avoir. J'ai pas le droit de boire dans mes vignes. Parce que là, je commettrais naturellement un affront complet à la loi là-dessus. Fait que ça, c'est des règlements. Fait que ça, c'est la RACJ. Après ça, on a la SAQ. Ça, c'est le ministère des Finances. La SAQ a un objectif de commercialisation, mais ils ont quand même des objectifs, je sais pas s'ils sont quantitatifs. Ils sont peut-être un peu plus qualitatifs, mais en exposition des produits du terroir. Fait qu'eux autres, ils sont arrivés là, mais
Est-ce que ces initiatives-là fonctionnent pas? On va le voir avec le temps. Mais je suis assez confiant que ça fonctionne? Bien, je pense que oui. Je veux dire, nous, c'est sûr qu'on a la vie facile. Les ventes vont relativement bien à la SAQ. On ne brise pas des records, quoi que ce soit, mais on est en croissance année après année. Fait que, qui est très cool. Ça fait que ça, c'est... Oui, bien, on continue. Il faut qu'on en produise plus, tu sais, parce qu'au début, c'était difficile. On en avait 3 mois par année. Là, maintenant, on a presque 12 mois par année d'à peu près chacun des produits. Fait que ça va bien. Fait que je pense qu'ils arrivent là. Ils apprennent, eux autres aussi, à comment exposer les produits du terroir, ce qui est un peu différent de l'Ontario avec la LCBO. La LCBO sont rendus à 30 de leur vente, c'est des produits locaux. La SAQ est encore en tout cas, dans le vin, ils sont à 1 Fait que ils s'en viennent tranquillement pas vite. Puis au-dessus de ça, les spiritueux, ça a explosé, c'est des beaux revenus, puis tout ça, mais là... Nicolas Duvernois puis sa gang aussi, là. Exactement. Je pense qu'ils ont fait une grosse job, là. Ils nous expliquaient ça au début, on vend de plus en plus le vodka, meilleur nommé au monde. Bien, ça prouve que souvent, la reconnaissance internationale amène le succès local. Céline Dion était juste... Exactement. C'est le phénomène Céline Dion, c'est le phénomène Fromage du Québec. Ouais. Fromage du Québec, on fait n'importe quoi, jusqu'à temps qu'on dit, hey, on a gagné le meilleur brie, je pense, quelque chose de genre. Là, tu dis, attends, là, on est en train de faire quelque chose de bon, puis là, ça a explosé. Les vins du Québec, on va probablement passer par là. Pas tant par une médaille ou quelque chose de genre, mais par des reconnaissances, par des restaurateurs qui vont en parler à l'étranger, puis là, ça va revenir vers nous autres. Comme Céline, comme les fromages, comme les gins, puis tout ça. Donc, ça va passer par la même chose. Je pense que c'est correct. À la limite, je pense que c'est correct que ça se passe de même parce que, tu sais, c'est comme quand tu passes une entreprise puis que tu as ton premier vrai client que tu as 100% mérité. Oui. Tu sais, il n'y a pas de contact, il n'y a pas d'application, il n'y a pas de marché. C'est genre, comment tu nous as trouvé? J'ai vu telle affaire, tu sais, puis comme, OK, donc, tu nous as juste choisi, là. Oui, c'est ça, exactement. Bonne foi, là. Tu es allé sur notre site web, tu as trouvé ça intéressant, puis tu as payé, contactez-nous, puis c'est ça, là. Puis on le dit pas de même. Mais c'est ça. Ça donne ce petit pompe. Fait que, c'est cette valorisation externe, je pense que c'est plus facile de le voir. Ce qui est trippant de faire du vin, c'est ça. C'est quand c'est une personne que tu connais pas sur Instagram qui a pris en photo ta bouteille. Il dit ce soir, on se paye un luxe, quelque chose de genre, puis ils mettent ta bouteille. Ça, c'est le trip que tu n'auras jamais quand tu es consultant, comme je l'étais à Montréal, dans ton cubicule. Tu n'auras jamais ce trip-là de quelqu'un qui dit hey, on a trippé avec ton produit, on a trippé avec ce que tu as. C'est parce que tu as fait quelque chose. Oui, c'est ça. C'est quelque chose qui me manque. C'est pour ça que je me désiste tranquillement de mes fonctions de ce côté-là, parce qu'on crée du contenu, puis ça c'est cool. Ça fait exactement ce que c'est supposé. Exactement. C'est surprenamment peu satisfaisant. À terme, tu commences, cool, mon white paper, Oui, c'est ça. Tu sais, ma recommandation PowerPoint sur la refonte du processus d'affaires qui n'a pas été acceptée parce qu'il y a 2 personnes dans l'entreprise qui ont dit au niveau de la gouvernance, ça ne marchera pas, puis on ne veut pas, puis la gestion du changement. Puis finalement, toutes tes PowerPoint, il y avait la mise en valeur d'enjeu. Oui, c'est bien sûr. Il y avait un gars, l'adoption d'un framework. Il y avait un film qui était excellent qui s'appelait About Mr. Schmidt. Et dans ce film-là, c'était Jack Nicholson. Exactement. Il prenait sa retraite. Exactement. Puis il prenait sa retraite. Puis il avait bâti tous ses fichiers, puis tout ça. Puis il allait léguer ça au petit jeune qui allait reprendre son compte. Puis le gars se voyait être président au niveau des assurances. Puis finalement, il a été vice-président adjoint régional de sa compagnie d'assurance. Il n'a pas obtenu ce qu'il voulait dans la vie. Puis il lègue toute l'accumulation de tous les dossiers qu'il a fait à vie aux jeunes qui vont reprendre sa relève. Puis une semaine plus tard, comme bien des personnes à la retraite, il repasse par son bureau. Puis il dit est-ce que tu as tout compris les fichiers que je t'ai donnés? Il dit, écoute, c'était tellement clair, on l'a tout compris du premier coup, puis tout ça, fais-toi-en pas. Fait que là, le gars est bien content, il ressort, puis il voit tous ses fichiers au vidange, j'envoie ça en arrière. Puis tu as beaucoup de ça, tu te dis, tu sais, tu vas passer toute ta vie à faire des PowerPoint, à faire des Excel, puis tout ça, puis ça va se retrouver sur un hard drive quelque part, en archive, puis un jour, il y a quelqu'un qui va passer avec un aimant, puis ça va être délité. Je veux dire, tu sais, c'est ça que tu lègues, c'est ça que, tu sais, mais naturellement, ça, c'est des personnes qui pensent à s'accomplir à travers leur travail, là. Tu sais, quand tu as une famille, puis tout ça, il y a d'autres éléments dans ta vie pour. Puis c'est ce que le film te montre un peu aussi, là. Tu as d'autres choses à faire autour. Mais bon, c'était un petit peu ça ma réflexion. J'aime ça. Puis c'est drôle dans la même ligne d'idée. Puis j'oublie leur nom encore, là. Je vais le trouver. Tu sais, regardez les notes de l'émission. Mais ceux qui font l'orange julep, qui ont en inventaire pendant environ 11 minutes chez Malteops, là. Oui, c'est ça, exactement. Moi, quand il faut que tu limites les ventes de ton vin, je trouve ça chic. Puis, attends, on va le trouver, là. Puis oui, pendant que nos recherchistes sont... Oui, c'est ça, exactement. C'est ce que j'avais trouvé vraiment cool. Puis c'est lui qui m'avait dit, son prénom m'échappe, là. Puis il dit, tu sais,
il m'en reste peut-être 15 des... Négondo. Non, OK. Négondo. Négondos, moi j'ai toujours dit, là, mais... Oui, écoute, on va leur demander. Rendu là, mais ouais, puis il me disait, tu sais, je regardais ça, puis il me reste peut-être 20 des cuvées. Mm-hmm. Tu sais ce que je veux dire? Il me reste... Il dit voici ce que j'ai appris en 20, puis il m'en reste 20. Ouais. Puis ça me fascine, puis ça m'inspire tellement, ce thinking-là, par ralenti, parce que je suis obligé d'analyser ça, tu sais. Ouais. Puis lui, il est comme, OK, il regarde ça dans... Il me reste 20 bouteilles. Tu sais, façon de parler, il me reste 20 Puis je trouve ça tellement inspirant de pouvoir juste y réfléchir dans ce sens-là. Là. Ouais. Tu sais, c'est la logique de... C'est comme quand les gens, quand tu es professeur à McGill, apparemment que quand tu as 50 ans, ta lettre de bonne fête est accompagnée de comme « Hey, as-tu pensé à nous mettre dans ton testament? » Face à ton l'alumni, ouais. Puis, tu sais ça, à ton alumni, mais ton alma mater, puis, tu sais, ça serait peut-être temps de redonner. Ah oui. Puis, ainsi de suite, mais je suis comme, mais je trouve ça drôle, cette notion de pensons, tu sais, plus loin, puis il m'en reste 20. Tu sais, qu'est-ce que je veux faire avec les 20 cuvées versus quand tu es dans un contexte, justement, plus au jour le jour, où est-ce que tu essaies de faire le plus de vignes possible et non parfait. Fait que c'est drôle, cette notion de juste, je suis de plus en plus sensible à ça, c'est juste, qu'est-ce qui change ma perception du temps en ce moment, tu sais. Ah, puis quand tu es dans un vignoble, ça se passe tout sur un laps d'un an. Fait qu'effectivement, tu regardes par en avant, tu dis, moi, si je veux prendre la retraite à 70, il me reste 23 vinifications pour parfaire Tu sais, c'était la baronne Philippine de Rothschild qui disait que le vin, c'est pas compliqué, c'est juste les 200 premières années qui sont longues. Après ça, tout se fait tout seul. Fait que tu vois, on est bien parti. Parfait, ça. C'est parfait. Puis un autre truc, mais toi, quand je dis tantôt le vigneron de Verdun, yes. Tout que je me permets quand même de te donner. Là, ouais, c'est juste qu'il n'y a pas de vigne à l'île. C'est juste qu'on va déménager bientôt. Ah! Ah ouais? Hein? Au plus proche du vignoble? Non, plus loin du vignoble. Ah, 10 minutes de plus. Bon. Fait qu'on s'en va proche de l'école de mes filles. Ils ont été j'ai ma plus vieille va à la Villa Sainte-Marceline. OK. Et puis ma plus jeune, elle a été admise aussi. OK. Donc, on va se rapprocher de l'école parce que c'est un petit peu compliqué d'aller l'éliminer le matin, le soir, puis tout ça. Donc, on a décidé de se rapprocher. OK, mais ça fait quand même plein de sens, là, à un moment donné. Là. Mais il va rester que je vais encore bomber chez Gameskeeper sur Wells, puis ma blonde va venir à la librairie de Verdun encore, puis tout ça. Fait qu'on va être Verdunois de cœur. Fait que on va continuer quand même. Ça, mais ouais, puis on salue ces deux commerces qui sont régulièrement cités sur l'émission. Sérieux, là. La librairie étant... la librairie... Ça fait, je pense, un épisode sur 2, puis c'est magnifique, là. C'est beau, c'est magnifique comme expérience. Moi, ce que j'aime, je dis pas que le commerce est beau, mais c'est beau comme expérience. J'y vais, puis ça m'inspire, tu sais, puis cool, je repars avec ça. D'ailleurs, le sel Saint-Laurent, tu sais, à Petite Réunion. Oui. Je sais pas si tu connais, mais tu peux parler du petit sel. Oui. De finition, quoi. De même, là, le sel Saint-Laurent, tu l'as essayé? Je ne l'ai pas essayé, mais je sais c'est lequel. Oui. C'est vraiment nice. Là, il est plus salé. Oui, du petit côté cuisine. Le côté Réunion, oui. Ça appelle ça la boutique Réunion. Exact. Là. Ben oui, il y a des petites boîtes de sel Saint-Laurent. Je t'en donnerai une si je n'amène super. Les autres, on a mis dans notre logique, José puis moi, José qui a fait partie du RAV pendant quelques années. Les réseaux d'affaires. Exactement. Okay. Fait que, puis nous autres, ce qu'on fait, c'est avant d'acheter un livre sur Amazon, on check toujours à la librairie de Verdun s'ils l'ont dispo. Puis tu sais, ça leur prend des fois juste 24 heures, puis ils l'obtiennent. Puis rendu à ce point-là, tu te dis, bon, ben, regarde, tu sais, t'as fait ta job. Fait que non, ils sont vraiment le fun. Puis Gamekeeper, c'est parce que je suis un geek. Là, fait que... Ben oui, mais ça, quand tu disais tantôt, je suis gamer, puis le Gamekeeper, c'est quoi tes... Qu'est-ce qui fait que t'es comme, non, sois un adulte, je m'en vais me coucher. Tu joues à quoi quand tu prends cette décision-là? J'ai les deux extrêmes. Des jeux de stratégie haut niveau. Sur lesquels tu peux passer des heures et des jours et des jours et des jours. Puis j'en ai passé pas mal là-dessus. Puis d'autres, c'est juste des shoot them up, comme Overwatch, puis des affaires de genre. C'est que tu fais juste tuer des noobs, puis ça finit là. Simplement. 5 minutes de game, puis ça finit là. Pourtant, c'est plus facile d'aller se coucher à ce moment-là. L'autre type de jeu qui est grand stratégie, c'est plus cérébral, c'est plus cérébral. Là, tu te dis, OK, je suis rendu là, mes troupes sont rendues à tel endroit, puis on va attaquer de cette façon-là. Puis tu te dis, ben, tu sais, ça me prendrait 10 minutes, puis je pourrais envahir ce pays-là. Ah, ben oui, fais-le. Puis là, ça, effectivement, tu passes. Oui, mais il y a l'autre qui se disait ça, puis ils sont encore en Ukraine. Oui, c'est pas. Oui, effectivement. Tout à fait. Eux autres aussi, ça a été gâché par Instagram. Là. Non, c'est ça. Exactement. C'est ça. Tu peux regretter amèrement.
légèrement par la suite. Voilà. À dire, là. Oh, oui, tout à fait. Puis c'est pour ça que peut-être pas avant de te coucher, ça prend plus de temps. Oui, c'est ça, exactement. Mais je pense que je m'en viens vieux maintenant. Puis là, je me couche à des heures raisonnables. Je fais plus ça. Mais là, ma fille le fait. Ma fille la plus vieille le fait parce que j'ai la chance d'avoir 2 geeks comme fille. Fait que, donc, ils ont tendance à le faire. Surtout ma plus vieille, là. Ça peut se coucher tard le soir. Puis là, c'est drôle, le samedi matin, là, ça se réveille à 11 h du matin. Puis tout ça, je trouve ça très drôle. Ouais, ben j'essaie d'expliquer à mes petits bonhommes. J'ai dit là, tu sais, figurez votre temps, figurez votre horaire. On 10 ans puis 8 ans, là, mais en ce moment. Là, puis, mais j'aurais dit, tu sais, à un moment donné, t'arrives à une phase dans ta vie où est-ce que tu dis, you know what, j'aime vraiment ça dans la grasse matinée, mais que tu réalises que tu l'as fait la veille. Oui, c'est ça. Oui, genre, la matinée, maintenant, c'est... Tu te couches à 9 h. Des fois, tu sais, je m'endors juste sur le divan, mais puis je reste en 2 minutes, puis je suis comme, mon Dieu, je suis tombé bien repos. Oui, c'est ça, exactement. C'est juste vraiment drôle. Ça a commencé à comme 31 ans pour moi. Juste comme, je me suis endormi très tôt devant la TV, puis le lendemain, je pète le feu, là. Puis tu te lèves le matin, puis la victoire, c'est que t'as mal nulle part. Tu sais, tu te lèves le matin, tu dis, hey, c'est pas étiré dans le cou pendant tout. Oui, c'est drôle que tu dis. Moi, c'est le coup, c'est là que je pense que toute ma tension se retrouve. Ah oui, c'est la même affaire. C'est là, le stress, je vais à mon ostéo, puis il commence toujours, là, lui. Bon, puis il me pogne genre en arrière du cou, puis aïe, puis là, il tient ça pendant 5 minutes, là, puis il attend que ça relâche. L'ostéo, ça a été la même chose. Il m'a pogné le cou. La première fois que j'étais allé le voir, il me pogne le cou, il dit OK, c'est quoi. Il n'a pas tâté, il a fait juste OK, ouais. Ben, tu sais quoi, je pense que j'en disais de ça avec Pio Dumoulin, tu sais, les ostéopathes, là, j'ai toujours pensé que c'était pas sérieux, tu sais. Ouais. Puis un jour, quelqu'un m'en a recommandé un, puis juste, tu sais quoi, moi, je décompresse en faisant du vélo puis en jouant de la guitare. Mm-hmm. Puis en 2021, j'ai une tendinite dans le poignet, puis un mal de genou qui fait que je peux faire aucun de ces 2 choses-là, fait qu'il est fou. Ouais. Mais je faisais n'importe quoi, acupuncture, c'était zen. Ça avait changé, mais c'était zen. Oui, c'est ça. Mais après ça, l'ostéopathe, je suis comme, fuck it, il me reste de l'argent, l'assurance, là, puis je vais essayer l'ostéopathe, j'y vais, puis je suis comme, hey, ça marche. Hey, c'est une vraie chose, votre affaire. C'est sûr que c'est une vraie chose, c'est une pratique, blablabla. Je suis comme, mais pourquoi je pensais que vous étiez une joke? Puis là, il est pas méchant, mais j'en ai aucune idée. Mais j'ai réfléchi, puis j'ai trouvé. Ouais. J'ai une hypothèse. OK, j'écoute. Ben, OK, puis ça a l'air méchant, puis si jamais t'es dans l'autre catégorie, prenez pas personnellement. Moi, un autre quelque chose, Pat, qui est sérieux. Mais ouais, c'est ça, Pat, c'est comme ça traite les symptômes, fait que t'as l'impression qu'il va pas aller au milieu de... Respect, le naturopathe, puis c'est quoi l'autre là qui dit prends un millionième de quelque chose? Ah oui, hey, on n'est pas bon aujourd'hui, hein? Il va falloir qu'on demande aux recherchistes encore une fois dans la région. Homéopathe. Oui, c'est ça. Puis quand tu parles ostéopathe puis homéopathe, ça sonne puis moi, des 2 granules de sel, puis là, tout à coup... Exact. Fait que moi, j'ai dit puis même le gouvernement pense que vous êtes une joke parce qu'il vous impose de charger des taxes qui ne considèrent pas que vous êtes un service de traitement. Mm-hmm. J'ai dit, pourquoi vous n'appelez pas juste des ostéothérapeutes? Oui, aussi, ça, là, mon assurance, je pense qu'il serait plus clément. Oui. Tu sais, mais bref, je comprends. Mais c'est ça, mais si jamais tu es dans le même bateau, cher auditeur, c'est une vraie affaire en mon expérience. Puis c'est la même chose, toi aussi. Là, moi, j'en avais pas essayé beaucoup. Tu sais, j'ai essayé médecin. Tu sais, à part de te donner des exercices pour essayer de détendre un peu les muscles, il n'y a pas grand-chose qui arrivait. Puis moi, ça me donnait des gros maux de tête. Puis après ça, le chiro, il me faisait tout craquer. Chiro, c'était sa coche. J'aime ça. Crac, puis tout ça. Puis tu sais, il te fait ça, puis tu te dis, dans un James Bond, entendre ce bruit-là, je suis mort théoriquement. Tu sais, il te prend la tête, il te la squeeze, puis là, tu es supposé te décéder. Puis là, je suis pas mort, fait que j'étais content. Mais l'ostéo, effectivement, ça travaille sur un ensemble, pas juste sur les os, mais aussi sur les muscles, sur certains éléments de tension. Je suis pas capable de l'expliquer, mais ça fait du bien. Mais c'est vraiment ça. Là. Moi, ça m'a aidé. C'est grâce à ça que j'ai pu continuer à faire du vélo. 2022, début d'année, j'étais comme, bon, ben, cette année, je découvre s'il faut que je vende mon bike. Oui, ça. J'avais trop mal aux genoux. Oui, je comprends. Puis finalement, il me pose des questions, puis je le salue. Je ne donnerai pas son nom parce que je vais être capable de booker. Là. Bien sûr. Oui, c'est ça, exactement. Tu es capable à l'intérieur de 2 semaines d'avoir un rendez-vous. Arrêtez de dire à tout le monde que Verdun, c'est la meilleure place pour habiter. C'est de l'argent. On est... faites attention à ça. Mais, non, ça, c'était super nice. Puis c'est juste un moment donné, puis il me dit, je pense que c'est lié avec ton L3 puis ton C2 de ce côté-là. Fait que je suis peut-être. Puis il était plus intéressé par mon crash à un moment donné de vélo que par autre chose, parce qu'il dit ça aurait pu causer la notion systémique.
Oui. C'est le mot que je choisirais pour un ostéopathe, c'est que c'est vraiment le package deal, puis bon, ben ça, c'est une manifestation d'eux, mais... Fait que là, lui, c'est une fun. Tu vois, cette opinion-là sur les ostéopathes rejoint autant Terre Ferme que l'île des Sœurs. Donc, tu vois, on est capable de s'entendre comme... Hashtag One Verdun. Oui, One Verdun, exactement. comme dans le corpo. Oui, le corpo, là, moi, j'étais là, tu sais, tu proposes jamais quelque chose que tu veux pas que le client choisisse. Donc, je suis comme, OK, ben, ils vont toujours vouloir le hashtag One, insère le nom de compagnie. Puis, on met aussi le hashtag We Are, insère le nom de compagnie. Puis ça sera la version de, on est spécial comme tout le monde. Mais c'est drôle d'avoir ça, hein, parce que j'ai connu deux campagnes électorales avec Verdun, puis ça. Une au niveau provincial avec mon père, puis une au niveau municipal avec ma conjointe qui s'était présentée à l'île des Sœurs. C'est comme un passager politique, là. Moi, je suis le cardinal de Richelieu de toute la patente. Je suis en arrière de tout ça, puis je regarde. Mais non, puis c'est fou de voir comment, au niveau provincial, c'est pas un issue entre les deux réalités. On devrait parler de 3 réalités en réalité avec Verdun. Là, c'est vraiment 3 morceaux. Mais au niveau municipal, comment que c'est toujours un débat? Comment que c'est toujours un débat? Les 2 réalités, puis les 2 solitudes, puis ça. Puis au niveau provincial, quand tu le regardes, quand tu es député, là, ça parle, tout le monde parle à tout le monde, ça va bien, puis tout ça. Mais quand tu descends au niveau municipal, c'est surprenant de voir la différence, la dichotomie qu'il y a entre les deux. Oui, ben c'est mon ami Rodolphe, lui, il était à Outremont, là. Lui, était fédéral, fait qu'il était là, c'est quoi le mot, là? Pas les Oranges, mais les Bleus, les conservateurs. Oui. Puis tellement chill, Rodolphe, tu sais, j'ai dit, je suis comme si j'habitais à Outremont, tu sais, je mettrais pour toi, même si je joue pas pour mon équipe préférée. Oui. Je suis plus sur une ligue d'équipe anyway, puis Rodolphe, il est s'agrossit, puis il est beaucoup, 98.5 ces jours-ci, justement. Oui. Il est tellement allumé, le Rudy. Oui. Tu sais, puis... il est drôle. Vraiment, puis, mais c'est un homme d'une nuance tellement... poussé, là, puis dans le bon sens. C'est ça. Puis, mais bref, lui, j'ai posé une question, tu sais, aux choses, puis la différence entre telle chose, puis le municipal, il dit, au municipal, il y en a qui disent que le seul risque réel, c'est que le pied de l'électeur est trop proche du cul de l'élu, tu sais. Fait qu'il essaie de faire un changement, tu sais, qui est générationnel. Puis quelqu'un comme, oui, mais mon thé, tu sais, oui, mais ma pelouse, tu sais. C'est ça. Comme, exactement. On essaie de détourner un pipeline, puis comme, je m'en fous de ta pelouse. Là. Oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Mais c'est de la politique de proximité. Fait que, tu sais, c'est vraiment ça. Puis t'es dans le train-train quotidien du monde. Tu sais, ils veulent que les égouts continuent de couler, ils veulent que les vidanges continuent d'être ramassés, puis que la neige soit ramassée. C'est une chose importante. Miraculeusement, il faut que ça passe, le déneigement, mais il ne faut pas que ça affecte les voitures. Fait que, des fois, c'est la quadrature du cercle. Là, c'est pas évident. Là. On veut que les enfants jouent dans la rue, mais pas à côté de mon char. Là. Non, c'est ça, exactement. C'est ça, exactement. On veut que les cyclistes soient plus dans la rue, mais on veut surtout pas faire la piste cyclable. Mais il n'y a pas de parking parce qu'il y a trop d'auto. C'est ça, exactement. Fait que, on ne peut pas des parkings comme ça. Puis de toute façon, si on veut ça, il faut payer par quoi? Ben, ça prend plus de payeurs de taxes. On n'a pas de condo. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est pas... de jongler avec tout ça, je pense. C'est pas évident. Puis moi, j'explore beaucoup Montréal parce que je vais livrer. Mes clients sont partout à Montréal. Puis c'est moi qui est obligé de livrer toutes ces affaires-là. Puis tu vois les changements qui se passent. Puis il y a manière de faire arriver toutes ces choses-là, d'ailleurs. Ah oui, hein? Ben, tu sais, tu prends Saint-Denis. Saint-Denis est passé d'une rue à 2 voies dans les 2 directions à 1 voie plus une piste cyclable, puis avec des saillies qui permettent de se stationner de façon beaucoup plus efficace. Circuler sur Saint-Denis est beaucoup plus efficace maintenant qu'elle l'était à l'époque. Un de mes bureaux est à côté dans ce coin-là, puis je passe des fois par là par choix. Oui, c'est ça. Juste exact. Mais c'est drôle, tu sais, avec Billy Walsh, tu connais Billy de la promenade de Wellington, Feu de la promenade de Wellington, de la SDC. Bill, qui est une légende de Verdun, quant à moi. Bien sûr. Et on jasait, puis on était juste on est parti sur un trip de bicycle, puis on s'est dit, on va se magasiner des idées, on va se promener. Cool, puis on est parti à genre 6 h du matin à un moment donné. Puis on se promenait, puis on va là, puis on se disait, on va aller voir telle place, tel café. Il y a un café qui s'appelle Le Club, café cycliste, au coin de Saint-Denis, puis Roy, c'était clair. C'était moindrement à bicycle, voilà. Ce qui n'est pas mon gars du tout, c'est pas grave. Ben, si jamais tu dis... Ma blonde, je vais envoyer ma blonde, elle est plus. C'est déjà c'est quoi, probablement. Mais, tu sais, on se promène, puis on arrive, puis Saint-Denis, à ce moment-là, il était tellement dans la merde. Dans les changements, dans les choses de même, puis on regardait, puis il dit, penses-tu qu'ils vont réussir à la ramener? Puis je suis comme, Saint-Denis, oui, parce qu'il n'y a rien d'autre autour. Puis je suis comme, s'ils sont vraiment hâte, ils vont réaliser que c'est la seule rue à Montréal où on peut faire les Ramblas, comme à Barcelone. Puis là, tu vois sa face qui est comme, tu sais, je connais assez Billy pour ça, mais ça fait de... Je suis comme, OK, il y avait des idées, là. Je viens de lancer quelque chose, puis c'est en train de devenir... beaucoup plus gros que tu pensais. C'est comme dire quelque chose à Quentin Tarantino, puis tu le vois qui est en train de partir, puis
de perdre Mill pendant une couple de minutes, là, tu sais. Mais on a besoin de ça au centre-ville, là. Ouais, vraiment, là. Ben, Sainte-Catherine, en ce moment, c'est un peu la même situation. Ben, ça fait pitié, mais il faut que ça le fasse. Je pense que tout le monde a pelleté par en avant. Mais je comprends pas pourquoi elle est juste pas piétonne rendue à ce point-là. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui passent par la rue Sainte-Catherine, pas juste d'un point de vue commercial ou ferroviaire. Écoute, oublions pas qu'il y a pas si longtemps que ça, le sol, la rue Sainte-Catherine s'est effondrée sur elle-même devant HBC, la Squarefield. Oui. Puis ce canal-là suit probablement la rue au complet. Wherever that was, il est là sur la rue. Ça veut dire que techniquement, ça aurait pu être n'importe où sur la rue que tout s'effondre. Je pense qu'il y a personne qui voulait dire « Hey, pendant qu'on n'est pas trop populaire, mettons des millions et des millions d'infrastructures en paralysant le il y a personne qui... Tout le monde est comme « Oh, maudit belle plante avec ses BC. » Je suis comme « Il y a personne qui voulait faire ça. Ça, c'est comme changer ton entrée d'eau sur une maison. » Ouais, t'as pas le goût de le faire, mais c'est plein de plomb pareil, tu sais. Il y a juste une raison pourquoi tu changes ton entrée d'eau. C'est la même logique que... Si jamais tu vas au Home Depot, tu vas dans l'allée où il y a les toilettes. Les cuves, pardon. Bien sûr. Mais où est-ce qu'il y a les toilettes? Il y a juste deux profils de personnes. Il y a les gens qui regardent, qui sont rêveurs, puis qui sont en train de s'imaginer la salle de bain parfaite. Puis à côté, tu as la personne qui a l'air en beau tabarnak, qui voulait pas être dans l'allée des toilettes aujourd'hui. Que ça n'a pas fini. Je pense que c'est ça, la rue Sainte-Catherine. C'est ça, exactement. C'est pas des couples rêveurs. Eux autres sont sur Saint-Denis, là. Mais quand tu vas à Saint-Denis, quand tu vas aussi la Well, comment elle est rendue, puis ça, tu te dis, on n'est pas capable de prendre tous ces cerveaux-là pour faire la même chose sur Sainte-Cat, là. Ça fait quelque chose de plus... Tu sais, ça a l'air d'être intense, puis c'est interminable. Je veux dire, quand j'ai quitté Montréal à travailler au centre-ville de Montréal, il commençait ces travaux-là. C'est toujours pas terminé. Ça perdure, ça n'a aucun sens. J'avoue, mais en même temps, c'est compliqué. Là, il y a bien d'infrastructures en dessous de ça. T'as-tu déjà rénové pendant que tu habitais là? Non, ben j'habitais pas là. Non, mais je veux dire, à l'intérieur d'une maison, oui, la place, je comprends. Oui, j'ai fait. Mon premier condo à l'île des Sœurs, mon deuxième aussi. On vient de passer à travers ça pour le mettre à jour. Mais oui, effectivement, c'est toujours le bordel. C'est long, puis... Tu te dis, bon, pas faire ça dans une journée. Non, bon, OK. D'accord. Puis quand t'as fini, tu t'en vas, en général. Oui, c'est comme, I'm done with this shit. C'est pas mal ça qui nous arrive. On niaise tout le temps, ma conjointe, puis moi, on dit, à chaque fois qu'on a une nouvelle douche, on sac notre camp. C'est notre ancien condo, on avait tout rénové, on avait la douche des rêves, tout ça. 3 mois plus tard, on disait, il faudrait bien qu'on quitte. C'est un... moi, je verrais, on est en train, avec Véro, ma douce, on est en train de rénover, tu sais, à Rosemont. Oui. Puis on rénove, puis là, on vient de trancher des bouts, tout ce que, tu sais, c'est plus payant, là, tu sais, là, cool, un plafond. Oui. Oui, exactement. Oui, tu sais, puis on arrive dans ce bout-là, fait que là, tu sais, je me dis, tu sais, vas-tu arriver au point où on a fini, puis on est comme, bon, tu sais, parce que ça. Ah ouais, c'est ça. On verra, mais ça te tente pas. T'as pas cet appel-là, comme tu dis, t'es pas un orphelin politique, mais t'es un passager ou ton cardinal léger. Oui, le cardinal léger, le cardinal de Richelieu, c'est un peu différent. Mais t'as eu ton implication aussi avec les pas les AOP, là. Avec l'IGP. Avec l'IGP, puis sur 20 du Québec aussi, puis tout ça. Ouais, c'est super intéressant. Tu te gardes bien informé de ce qui se passe, puis tout ça. J'allais dire, ça, c'est ton implication dans le monde des affaires, mais ça a toujours un petit volet néo-politisé un peu. Là, parce que c'est une organisation qui va avoir, ça a toujours son lien comme ça, mais toi, tu n'attends pas l'appel de la politique. Tu sais, j'ai vu mon père, comment que ça a été en politique, puis tout ça, puis je pense que la politique, je sais pas, je veux pas me retrouver dans ce genre de politique-là. Je pense pas que le domaine n'est pas sain en ce moment. OK. Puis je veux dire, je prends ma faute là-dessus aussi. Là, je veux dire, on est très critique et tout ça. Mais le climat n'est pas sain. Puis j'aurais beaucoup plus de plaisir à aider, à conseiller, à accompagner un politicien que de faire la job politique. Puis si jamais je faisais la job politique, je ne veux surtout pas être du côté exécutif. Du côté législatif, parfait. Au Québec, on ne fait pas de différence entre les deux, mais dans le reste des pays dans le monde, on fait une différence entre les deux, l'exécutif puis le législatif. Au Québec, on fait la différence entre un député puis un ministre, mais on minimise beaucoup le travail du député. Un député est supposé de voter des lois. Puis par déformation politique, on a fait en sorte que nos exécutifs, nos ministres, sont aussi des voteurs de lois. Ils ont 2 rôles. Puis les 2, c'est des jobs à temps plein, fait qu'ils peuvent jamais faire leur job correctement. Oui, c'est ça, j'allais dire. Je connais personne qui fait bien 2 jobs. C'est ça. Fait qu'on a un gros problème de ce côté-là au Québec puis au Canada aussi, parce qu'on a la même structure. Et nos exécutifs sont élus. Aux États-Unis, c'est pas le cas.
L'exécutif n'est pas élu. C'est le secrétaire de ci, le secrétaire de ça, c'est pas des élus. S'ils sont élus, ils quittent leur job de sénateur ou de représentant, puis ils deviennent exécutifs. Ils quittent le côté. Moi, c'est le côté législatif qui m'intéresse. Mais on n'a pas cette mentalité-là au Québec. C'est pas très valorisé. C'est très critique. Fait que j'aimerais mieux aider, j'aimerais mieux participer, faire partie. Dans le fond, avoir l'option de le faire et non l'obligation. Ah, même l'obligation de le faire, ce serait correct, mais d'être en avant, ça serait pas là aussi que je triperais beaucoup. Mais de réfléchir avec des équipes sur c'est comment qu'on pourrait le faire. J'aime beaucoup la stratégie politique. Oui. Fait que ça m'intéresserait beaucoup plus. Mais d'être l'élu, là, non. Non, c'est... j'aime pas le porte-à-porte. Ça a l'air d'un travail relativement ingrat. C'est ces jours-ci. C'est un travail qui est ingrat, puis c'est un travail où il faut que tu te satisfasses de ne pas avoir le temps de faire tout ce que tu voudrais faire. Ouais. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est super difficile. Même, puis l'opposition... Tu sais, ça ne devrait pas faire une grosse différence si tu es dans l'opposition au pouvoir en général. Parce que tu restes le législateur. Tu sais, aux États-Unis, tu as des démocrates qui ne votent pas comme le président américain, puis tu as des républicains qui ne voteraient pas comme leur président. Pourquoi? Parce que leur rôle est législatif et de voter des lois, puis l'autre, le rôle du président américain est beaucoup plus exécutif. Et comment on opérationnalise ces lois-là. Puis c'est deux choses qui sont complètement différentes. Fait que moi, je me retrouve plus du côté législatif, mais on n'a pas cette mentalité-là au Québec fort. On l'a à l'intérieur des commissions, puis tout ça, mais personne n'en parle, puis c'est ça. Donc, c'est pour ça que j'aimerais mieux aider un politicien qui voudrait aller en politique à générer des idées, à partager des idées, à voir comment les faire passer, ces idées-là, tu sais, comment les partager, puis tout ça. Ça, j'aurais beaucoup plus de plaisir, d'après moi, à faire ça. Puis ça veut dire que je prends en avant des caméras en arrière du micro, je m'en fous, c'est pas grave, ça. Et tant qu'il y a quelqu'un qui prend le lead, là, c'est correct. C'est pour ça que je dis le cardinal de Richelieu. J'aime mieux avec la personne qui est en arrière, puis tu sais, avec qui on passe des idées, puis qu'on partage des idées, que tout ça, que d'être la personne qui est en avant, puis qui essaie de communiquer ça. Je ne suis pas le meilleur communicateur au monde pour ces genres de trucs-là. Ouais, j'avoue que c'est quand même un gros volet du rôle. Là. Je pense que c'est le Cyrus the Great, là. Je connais pas son vrai nom, là. Okay. Mais qui disait, là, lui, comment il disait ça, là, Diversity in Council puis Unity in Command. Oui, ça, c'est vrai, peu importe dans l'organisation que tu es. À un moment donné, il y a une décision qui est prise. Je suis sur le conseil d'administration d'une entreprise, entre autres. Mon premier CA privé, j'étais tout énervé. Oh, chapeau. Et puis c'est vrai qu'on a des bonnes discussions, mais à la fin, on est solidaire de la décision. C'est un peu ça. Conseil des vins du Québec, la même affaire. À un moment donné, oui, on a beaucoup de discussions sur l'orientation à prendre, mais à la fin, il faut que tu sois solidaire de la décision qui est prise. Exactement. On est arrivé et on l'assume ensemble. Ouais. Puis à un moment donné, si tu penses que tu n'es plus capable de le faire, bien là, quitte. Là, c'est le message. Tu dis, si ça te prend si à cœur que tu n'es pas d'accord, pas-tant. T'es peut-être au bout de ton... C'est ça, exactement. Ou tu as besoin de changer la forme de ton implication puis d'être plus... C'est ça, exactement. Ou sinon, tu pars ta propre affaire, tu sais. Ben c'est ça, t'es tellement ça, oui, go. Tu sais, exactement. Fait que c'est pour ça que... Mais ça, c'est un concept, ce que tu dis là est un concept hyper important à comprendre. Effectivement. C'est... le grand philosophe Jeff Bezos, qui disait aussi, lui, il appelle ça plus précisément dans son framework dans Amazon, il appelle ça, on va faire ça bilingue, mais Building Down, il a tout cassé la glace pour ça. Là. Mais c'est bien. Lui, il disait disagree and commit. Oui, c'est ça, exactement. Tu sais, on n'est pas d'accord, parfait. Oui, c'est beau. Mais c'est par là qu'on y va. Puis je m'attends on s'attend au même engagement. Puis exactement. Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant, mais surtout la nuance de... Ce que tu dis, c'est... Moi, tous les cours, on parle de leadership, ça prend du leadership, ça, du leadership. T'as-tu assez leadershipé aujourd'hui de même? Puis quand même, as-tu un cours sur comment être un bon numéro 2? Parce que moi, j'ai tout appris les choses de leadership. Il y a peu de choses sur... J'ai vu... Je pourrais-tu prendre... Moi, j'en prendrais un cours au HEC, pour être un bon numéro 2. Oui, HEC, c'est beaucoup... c'est sûr qu'ils vont parler comme n'importe quelle université le leadership est bien important, tout ça. Mais le leadership, il y a beaucoup plus de personnes qui l'enseignent que de personnes qui l'ont. Puis je parle pas à HEC, là, je veux dire, en général, là, toutes les personnes qui sont en leadership, et puis je pense que c'est, comment il s'appelle, le professeur à McGill, justement, sur les compétences. Mintzberg, qui disait... Henry Mintzberg. Exactement. Il dit, on fait souvent la différence entre le leadership et la gestion, puis en fait, c'est l'affaire de la gestion de la bonne façon, c'est le leadership, tu sais. Mais il dit, le problème qu'on a, c'est qu'on a beaucoup trop de leaders, pas assez de gestionnaires. C'est sûr que lui, son bag, c'est la gestion. Oui, c'est ça. To be fair. Tout le monde parle de leadership. Il faut tout avoir les compétences en leadership, puis tout ça, mais à un moment donné, il y en a, il faut qu'ils prennent la balle et qu'ils disent, OK, on va le faire.
fait que il y a pas... puis il y a des gens qui vont dire, ben c'est ça, du leadership aussi, pas nécessairement. En tout cas, ceux qu'on nomme comme étant des leaders, c'est pas nécessairement des doers, c'est des leaders. Ils donnent des visions, mais on s'en va par là, puis ça. Puis après ça, ils font plein de posts sur LinkedIn qui disent que c'est bien fun d'être un leader, mais je veux dire, c'est pas juste ça qu'il te faut dans la vie. Ouais, non, c'est ça, c'est un mot qui a été... très galvaudé, mettons. Galvaudé. Ouais, très galvaudé. J'aime ça, j'aime ça. Puis j'ai comme d'avoir une idée, Yes. juste parce que tu disais tantôt, tu sais, Normand Chaboté, qui lui, tu sais, il travaille beaucoup avec une gang bénévole, puis toi, tu fais une journée ou deux, puis ainsi de suite. Puis là, tu disais, on peut faire le party sur le slab de béton. Là, tu sais, ça, en cas de feu, là, faites attention. Quand j'ai ça, ça prend. N'oubliez pas de trouver les sorties d'urgence. Oui, bien sûr. Du slab de béton, en cas de feu, mais déposez votre verre avant de faire, s'il vous plaît. Oui, c'est ça, exactement. Tu sais, juste, tenez-vous là. Ah, ben, c'est correct. Je pense que tu es dans le bon ordre. Là. Oui, c'est ça, exactement. C'est tellement con. Oui, c'est correct. C'est notre vie, on va les connaître. That's it. Puis pendant ce temps-là, il faut que tu opères ta business. Oui, c'est ça, exactement. Mais what if on faisait ça? Le temps d'abanage, c'est en septembre, en général, au Québec. Septembre, au début d'octobre, mais c'est surtout septembre, mi-septembre environ. Là. On peut-tu, genre, louer un autobus jaune de bénévoles de Verdun, puis d'aller faire un genre de Verdun, tu sais, vendange Verdun, puis je suis legit, là, moi, je nous trouverais un autobus jaune, un DJ, puis... Ah ouais, on s'en va au vignoble, on se fait ça, mais il me semble que ça ferait une belle journée. Puis... Ah, écoute, ça serait une super belle journée. Par expérience, le problème que tu vas avoir, c'est que cette journée-là, il va pleuvoir. Ouais. Fait que là, tu peux pas vendanger. Ben non, on emmène des bottes. Puis... Non, tu ne peux pas rentrer, tu peux pas rentrer du raisin mouillé dans ton champ en général. Là. Okay. Fait que, tu sais, il faut que tu fasses attention à ces choses. Au niveau de la gilet, ton vin. Oui, puis bon, tu as un paquet de trucs là-dessus. Fait qu'il faut que tu fasses attention à tout ça. Fait que, c'est pour ça que, Normand, justement, va afficher publiquement, mais il dit, en cas de pluie, c'est reporté à telle autre journée. Puis, là, si tu loues l'autobus, là, les autres vont pas comprendre qu'il mouille puis qu'on est obligé de canceller. Ils vont te le charger pareil. Ah, ils vont comprendre. Fait que, mais... ils vont te le facturer, mais ils vont... Ils comprennent, mais tu payes quand même. Fait que c'est pour ça qu'on n'est pas fort à l'organiser jusqu'à maintenant. Mais écoute, ça fait partie de notre réflexion. Si quelqu'un, mettons, l'organise, là... Ouais. Ah, écoute, on va pas clasher là-dessus. Là. Surtout pour la première vendange, quand on fait le market, on a tellement à faire. C'est ça, la première run, c'est souvent là où c'est qu'on a nos bénévoles, justement. Puis on a assez de couteaux à vendanger. Là. C'est pas des ciseaux, c'est des petits couteaux qu'on a pour vendanger. Quand j'avais été au Chaboté, j'avais amené mon petit sécateur. Les sécateurs, oui, c'est ça. C'est gros, hein? J'avais des bottes, des sécateurs. Là, moi, je tripais. Là. Mais moi, j'avais commencé à faire un peu du mien aussi. Fait que ça a donné, puis je m'étais perdu. Fait que quand je suis arrivé, ils m'ont mis avec... son prénom m'échappe. Mais son vigneron, justement. Là, mais il n'y en a plus, là. Ils sont tous partis. Fait que là, il se retrouve lui avec lui-même maintenant. C'est un Français qui avait voyagé du monde. Lui, il suit les vendanges. C'est là combien de temps que tu avais fait ça? L'année dernière? 2020, septembre. Ah, 2020, je ne sais pas. À tous les 2 ans, son staff change. C'est un peu ça. Il y a qui me disait, mais à ce moment-là, moi, j'avais juste le luxe d'être collé... collé là-dessus. C'est ça. Je suis comme, toi, tu pars ça comment tu pars ta fermentation malolactique? Il dit, wow! Ouais, c'est ça. Moi, je occupé des affaires, j'essaie de suivre. J'ai plein d'autres questions. Je me sentais comme l'étudiant. C'est le fun. Une malo, ça dépend de tes cépages. Des fois, tu ne veux pas partir ta malo, mais oui, effectivement. Puis comment tu mesures après ça? Il dit, non, c'est tout des ratios. Il faut que tu fasses des tests. Puis là, tes tirettes, tout ça. Puis il m'expliquait tout ça. Puis j'étais comme, c'est exactement comme dans le winemaking for dummies, mais en français. C'est ça. C'est juste qu'on a souvent des laboratoires qui nous donnent des données beaucoup plus précises par rapport à ça. Fait qu'il y a 2-3, au Québec, il y a 2-3 laboratoires œnologiques. Ouais. Fait que tu vas envoyer tes échantillons là, puis ils vont te le dire. Moi, j'avais dans ma boîte, j'avais mon chose qui me permettait de mesurer le Free SO2, fait que les molécules par million de... Puis moi, que je m'attendais pas quand je voulais faire du Château Verdun, du Château Triplex, c'était plus coudonc, les cours de chimie. Oui, il y a beaucoup de ça. Oui, la chimie, biochimie. Quelque chose comme ça. La bactérie a survécu, c'est dans quel milieu qu'elle survit. Pour ça, pour la malolactique, c'est des bactéries qui font ça la plupart du temps. Fait que tu vas avoir aussi tu peux ensemencer avec des bactéries, puis là, ils sont toutes prêtes pour un certain niveau d'acidité. Fait que non, c'est assez... c'est chimie, biologie, les deux, là, c'est très fort, là. Oui, fait que non, c'est ça. Puis je pense que finalement, les cours de chimie, c'est pratique, mais sache que si jamais c'est pas ton vague,
Ouais. Ça t'empêchera pas de... Ah non, c'est ça. Ça t'empêchera pas plus tard. Là. Everything's figure outable, comme dit l'autre. Là. Tout à fait. Puis au pire, de toute façon, tu as un oenologue qui, lui, se rappelle de ses cours de chimie, puis qui va te le faire pour toi. Comme un Ricardo qui est en arrière de toi, qui dit non, là, tu vas mettre un peu plus de farine, là, parce que ça n'a pas de bon sens. On est tous le Ricardo de quelqu'un, je pense. Non, je pense pas. Ah, peut-être au niveau du cosplay avec mes filles, peut-être je suis le Ricardo pour eux autres. Ouais. Pour le reste, je ne sais pas trop. On le sait pas toujours, mais on est tous le Ricardo. Le Ricardo de quelqu'un, c'est très triste, ça. Je me sens tout important, tout à coup, je vais me partir une revue, je pense. En tout cas, je vais te trouver sur Google, c'est sûr. Je pense pas qu'on peut topper ça comme je pense pas qu'on peut rapper avec mieux que... Ouais, c'est ça. Devenons tous le Ricardo de quelqu'un. J'aime ça, mais vraiment, merci Sébastien d'être venu puis de partager ça puis de parler de... Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. N'importe quand. Ah, avec Rob. Ah, on devrait se partir un podcast avec une coupe de gang comme ça, là. Une émission de même. On appellera ça la boîte à vin. Ah non, c'est déjà ça. Ça, LP, à la boîte à vin, il l'a déjà. Ouais. Avec ça, on ne peut pas le prendre. On l'appellera la boîte à Verdun. On engagera les gens pour le branding. Oui, c'est ça, exactement. Je sais qui approcher, c'est parfait. All right, merci à toi. Je te remercie.